Alors, je déclare la troisième séance de l'année 2022 ouverte et je vous propose de nommer comme secrétaire de séance Monsieur Jonathan Argenson. Tu es d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Bon. Alors, je procède à l'appel. Monsieur Xavier Marco. Présent. Monsieur Claude Bourgeois. Présent. Monsieur Jonathan Argenson. Monsieur Jean-Pierre Pazero. Monsieur Denis Sabon. Moi-même, Madame Marie-Thérèse Galmard. Madame Joëlle Eckmayer, qui donne son pouvoir à Monsieur Denis Sabon. Madame Muriel Boudier, qui donne son pouvoir à Madame Marcel Arsac. Madame Marcel Arsac. Madame Catherine Gaspa. Monsieur Armand Béglin, qui donne son pouvoir à Madame Marie-Thérèse Galmard. Monsieur Michel Bouillet. Monsieur Patrice Dupont. Madame Christiane Lagier. Madame Christiane Jouffre. Monsieur Patrick Page. Madame Chantal Grabner. Madame Yannick Cuer, qui va pas tarder, je suppose. Madame Fabienne Alouis. Oui. Monsieur Patrick Savignan, qui donne pouvoir à Madame Fabienne Alouis. Monsieur Christian Gastou. Madame Carole Normani. Monsieur Ronan Proto. Monsieur Bernard Vaton. Monsieur Jean-Michel Boudier. Madame Joëlle Chalandon, qui donne son pouvoir à Monsieur Patrick Page. Monsieur Jean-Dominique Artaud. Monsieur Cédric Archier, qui donne pouvoir à Monsieur Jean-Dominique Artaud. Monsieur Pierre Marquesto, qui a donné pouvoir à Monsieur Claude Bourgeois. Madame Marie-France Laureau, qui a donné pouvoir à Madame Valérie Andrès. Madame Valérie Andrès. Madame Aline Landrin. Monsieur Nicolas Arnoux, qui a donné pouvoir à Madame Catherine Gaspa. Et Madame Céline Benex, qui ne devrait pas tarder. Alors, le quorum étant atteint, l'ordre du jour peut être examiné. Vous avez été destinataire de la liste des décisions prises durant les mois de février 2022. Avez-vous des observations? Non. Vous avez été destinataire du procès-verbal sommaire de la séance du 8 février 2022. Avez-vous des remarques? Non plus. Donc on peut procéder au vote pour l'approbation du procès-verbal de la séance du 8 février 2022. Monsieur Cavaillès, apparemment il y a des problèmes. Ça y est, c'est bon. Merci. Alors il reste Monsieur Jean-Michel Boudier, Monsieur Proto, et les deux, Madame Cuer et Madame Benex, ne sont pas arrivés. Voilà, on peut procéder à la clôture de l'urne, s'il vous plaît. Alors, 35 votants, 33 votes, 31 exprimés, 31 pour, 2 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. On va changer l'ordre du jour parce que M. Xavier Marco doit rapidement nous s'absenter. Donc je lui passe directement la parole avec le point numéro 8, approbation de la convention de partenariat entre le collège Jean Genot et la ville d'Orange pour l'agencement du giratoire situé avenue Charles Dardin, au croisement de l'avenue Pierre de Coubertin. Pardon, je vous en prie, mon colonel. Oui, merci, monsieur le maire. Mesdames, messieurs. Donc, par courrier du 3 mars 2022, la principale du collège Jean Genot d'Orange a exprimé le souhait d'un partenariat entre les élèves de 4e et de 3e qui sont en section d'enseignement général professionnel adapté du collège et les services de la ville des espaces verts. C'est un projet d'aménagement global et de conception pour la réalisation via des ateliers espace rural et environnement et habitat. Donc, considérant qu'il convient de fixer les modalités de la mise en œuvre de ce projet entre les élèves du collège et les agents de la ville, le site qui a été retenu est le giratoire situé au croisement des avenues Charles Dardin et Pierre de Coubertin, pour vous situer à côté de l'aire des gens du voyage, car il est à la proximité du collège. Donc ce partenariat comprendra pour les élèves une élaboration du plan des végétaux, l'agencement du giratoire, la plantation qui est prévue à l'automne 2022 et l'entretien bien sûr au long de l'année. Pour les agents de la ville, un accompagnement pédagogique dans l'élaboration du projet, conseils sur le choix des végétaux, aide et conseils dans l'agencement du giratoire et préconisation de plantation et d'entretien. La ville fournira tous les végétaux et autres matériaux nécessaires au bon déroulement de cette opération.
Compte tenu de ce qu'il précède, il convient donc d'établir une convention qui prendra effet à compter de sa signature pour une durée de 3 ans et renouvelable par tacite reconduction d'année en année, sans pouvoir excéder la durée de 6 ans. Aussi, il convient donc le conseil municipal de bien vouloir approuver la convention entre la ville et le collège Jean Giono, dire que cette convention prendra effet à compter de sa signature, autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à ce dossier. Oui, alors je profite pour remercier le Patrice Dupont qui était au conseil d'administration et qui a fait le contact avec l'établissement. Je remercie évidemment l'établissement de sa demande parce que ça nous permet effectivement de resserrer les liens entre les établissements et la collectivité. Je remercie le service effectivement Espace Vert qui a bien voulu faire cet accueil. Et bien évidemment, s'il y a d'autres établissements publics qui souhaitent porter des projets comme cela avec nous, dans la mesure de nos moyens, si on le peut, ce sera toujours avec plaisir qu'on sera en collaboration avec eux. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Aloui. C'est bon? Oui. Oui, je suis favorable avec mon collègue Patrick Savignan à cette convention, à ce partenariat. J'en profite pour faire une proposition, puisqu'en fait, vous avez, vous et votre père, par le passé, nominé des ronds-points. Et donc, en fait, je voulais faire la proposition de donner comme nom à ce rond-point celui d'une orangeoise, donc une femme qui a été médaillée de la Résistance. Et donc, en fait, il y a très peu de femmes qui ont été médaillées de la Résistance, qui étaient au balcon de l'hôtel de ville lors de la libération de la ville. Je pense à Claudia Chauvière-Haute, qui était une résistante FPT. Donc voilà, je vous fais cette proposition que j'ai déjà formulée par le passé, mais je pense que c'est bien de mettre à l'honneur une femme, une orangeoise et une résistante. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? On passe au vote? Jean-Pierre, ça... C'est bon, vous pouvez fermer l'urne. Merci beaucoup. Alors, 35 votants, 34 votes, 34 exprimés, 34 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 9, dénomination de la voie du lotissement Le Soleil, rue des Cyprès. Monsieur Marco. Donc, les propriétaires riverains de ce lotissement Le Soleil, qui est 6 au quartier de l'Étang, ont fait part auprès de la ville d'un problème de localisation de leur habitation, surtout pour la réception du courrier ou des livraisons, du fait que la voie desservant le dit lotissement n'est pas dénommée. Donc vous avez l'extrait cadastral qui a été en pièce jointe, afin de situer pour tout le monde. Afin de résoudre donc ce dysfonctionnement, il a été demandé que les propriétaires fassent 3 propositions d'appellation répertoriées ci-dessous, à savoir soit rue du Soleil, rue des Cyprès ou rue des Lauriers. La ville propose donc de retenir rue des Cyprès, qui n'est pas attribuée actuellement sur la commune. La ville est aussi favorable à cette requête, car elle correspond à ses orientations. En effet, les appellations permettent une meilleure localisation et facilitent le travail de certaines administrations, telles que la Poste. Il est précisé que cette voie étant privée, de ce fait, la confection et la mise en place de la plaque restent à la charge des propriétaires. Afin de compléter cette démarche, la numérotation métrique sera affectée aux propriétaires riveraines de la dite voie. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir dénommer la voie du lotissement Le Soleil, telle que mentionnée ci-après, rue des Cyprès, préciser que la confection et la mise en place de la plaque restent à la charge des propriétaires, autoriser le maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions, on passe au vote. Je coupe mon téléphone.
Madame Alouis, si vous pouviez voter pour Monsieur Savignan, s'il vous plaît. Ça n'a pas fonctionné, là. C'est bon. Alors, 35 votants, 34 votes, 34 exprimés, 34 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous remercie, mon colonel, si vous souhaitez. Voilà. Alors, dossier numéro 1, rapport d'orientation budgétaire. Alors, vous le savez, c'est une obligation avant le vote du budget qu'on procède au débat d'orientation budgétaire qui, normalement, doivent relever des grandes orientations de dépenses et de recettes qui vont être prises par notre collectivité. Je vous fais les grandes lignes de ce qu'on va inscrire au prochain budget primitif. Donc sur la section de fonctionnement, 42 millions, quasiment 43 millions d'euros. Sur la section d'investissement, 30,22 millions d'euros, dont 99,83% de travaux, donc un total de 73,12 millions d'euros, en comptant les restes à réaliser d'un peu plus de 5 millions d'euros de mémoire. Une masse salariale totale à 18 millions d'euros, dont 5 millions 64 de charges et 13 millions de salaires, si vous me passez l'expression, directs. Dans ce contexte-là, donc, vous le voyez, notre volonté d'investir est toujours aussi grande que de coutume, ce qui permet tout de même de faire vivre un certain nombre d'entreprises et qui participent aussi au développement de notre vie économique. Que vous dire d'autre, on est dans un contexte quand même un certain nombre d'incertitudes, notamment puisqu'on arrive à la période des élections présidentielles, un dégel du point d'indice des fonctionnaires. La dernière fois que ça nous avait été annoncé et décaissé, ça avait été effectivement sous François Hollande, qui avait dégelé d'1 ou 2% le point d'indice des agents. Là, on nous promet à minima 1%. Donc en termes de dépenses publiques, sur le dos des collectivités, ça représenterait à peu près, il me semble, je crois que c'est 10 milliards, il me semble, de mémoire, à peu près ce que Emmanuel Macron nous a promis, enfin son représentant nous a promis de supprimer sur le début de la mandature qui vient, c'est-à-dire un effort sur les collectivités territoriales à nouveau de 10 milliards d'euros. Donc on va voir dans quelle proportion ça va nous être enlevé, sachant que déjà nous, on nous a enlevé pour plusieurs dizaines de millions d'euros de dotation globale de fonctionnement, ça c'était sous la période de François Hollande. Écoutez, que vous dire d'autre, on a la section d'investissement qui croît, alors sachant que notre limite, elle est plus sur nos capacités à trouver des fonctionnaires pour arriver à continuer nos projets. Donc on va avoir comme vous l'avez vu dans le document, on va avoir un certain nombre de recrutements auxquels procéder. Est-ce que vous avez pu voir, notamment page 10, les excellents ratios de la ville d'Orange? Je vais vous en citer quelques-uns. Les dépenses réelles de fonctionnement par habitant, donc ce qui sert j'allais dire, si vous me permettez de le tourner un peu vulgairement, ce qui sert au fonctionnement des services, c'est à hauteur de 1127 euros par habitant, là où la moyenne des strates est de 1212. Donc on arrive à faire mieux, à faire des investissements sur la strate qui sont plus importants, vous le verrez sur d'autres ratios, avec quasiment, on dirait, bonne chère avec moins d'argent. On a un produit des impositions directes par la population qui est moins important, 523 euros par habitant, là où on est à 670 euros sur les communes de notre strate. Des recettes réelles de fonctionnement qui sont, elles aussi, inférieures, 1291 euros par habitant, là où les moyennes de la strate se trouvent à 1405 euros par habitant. Des dépenses d'équipement à l'inverse, donc là où on investit au bénéfice des Orangeois, qui est largement en dessus de ce que font nos collègues des autres collectivités, donc 362 euros par habitant, là où la dépense est à 301 euros. Un encours de la dette par population qui là est imbattable puisqu'il est à 0 euros de dette par habitant, là où la moyenne de la strate est à 1018. Et où, rappelons-nous, en 1995, Jacques Bompard avait récupéré la commune avec un endettement de 40 millions d'euros par habitant, donc un peu plus de 1500 euros par habitant à l'époque. Une dotation globale de fonctionnement, donc je vous en faisais état tout à l'heure, de 157 euros par habitant, là où sur la moyenne de notre strate, on est un peu plus de 40 euros supplémentaires par habitant, même 43 euros, 45 même, puisque pour les moyennes de la strate, c'est 202 euros par habitant. Des dépenses de personnel sur les dépenses réelles de fonctionnement qui là aussi sont plutôt exemplaires puisqu'elles sont à 48,86%, là où elles sont à 62,40% pour les collectivités de la même strate. Qu'est-ce que je peux vous dire des dépenses d'équipement brut? Alors ça revient un peu au ratio précédent sur les recettes réelles de fonctionnement qui sont à 28,07%, là où elles sont à 21,4% pour les autres collectivités, et un encours de la dette
qui est de, évidemment, 0%, là où sur la plupart de nos collectivités de la même strate sont à 72,40%. Donc ce qui nous permet de voir l'avenir et de pouvoir investir dans des conditions que, à mon avis, nombre de communes de notre strate nous envient, parce que nous n'avons pas recours à l'emprunt. On s'était effectivement posé la question, et vous l'avez vu dans certains documents, notamment sur les projets pluriannuels d'investissement, de recourir à l'emprunt, ce qu'on ne va pas faire parce que les taux remontent, et entre nous, il vaut mieux qu'on utilise nos fonds propres plutôt que de chercher à amortir un certain endettement. Que vous dire d'autre? On retrouve des horaires sur les heures supplémentaires indemnisées, on retrouve notre vitesse de croisière tranquillement d'avant la crise sanitaire. Vous le voyez, il y a 2000 heures de plus cette année par rapport à ce qu'il y avait eu l'année précédente. On a un vieillissement tout de même de nos agents, ce qui signifie qu'il va falloir qu'on procède à des recrutements dans les années qui viennent. Donc je le redis publiquement parce que et j'attire l'attention des Orangeois à être vigilants sur les annonces d'embauche qu'on fait, parce que mes collègues avec lesquels nous procédons à des jurys de recrutement, malheureusement, on ne baigne pas sous les candidatures, peu importe d'ailleurs le type d'emploi, que ce soit catégorie C, catégorie B, catégorie A. Donc du coup, j'attire l'attention des gens qui sont en recherche d'emploi à bien suivre ce que les annonces, même si nous élargissons encore les médias par lesquels nous cherchons des candidatures, afin de dire qu'à Orange, la collectivité, que ce soit Orange ou la CCPRO dans une moindre mesure, nous cherchons à embaucher. Je fais un petit point sur les autorisations de programme et crédits de paiement. La consolidation du théâtre antique qui est quand même bien avancée, la mise en sécurité et la valeur de la colline Sainte-Eutrope qui commence à avancer, même si c'est très long du fait des autorisations. La création du parcours patrimonial musée et hôtel-dieu. Alors là, c'est un peu le même problème. Madame Galmard pourrait en parler mieux que moi. Nous sommes en cours de recrutement d'un conservateur, c'est ça ? Un conservateur, parce que notre agent qui était jusqu'alors conservatrice est parti dans une autre collectivité. Donc du coup, nous cherchons à recruter aussi, parce que c'est quelque chose qui doit être porté par la collectivité. La déviation routière d'Orange, elle est inscrite depuis de très nombreuses années. C'est là où vous voyez que nous avions éventuellement décidé de prendre un emprunt, mais je pense que nous ne le ferons pas. Mais là, on attend un peu le feu vert du département. La réhabilitation du hall des expositions qui deviendra aussi pour partie boulodrome. La construction du groupe scolaire du Coudoulet, donc qui devrait commencer d'ici cette année. Nous avons reçu les jurys et les jurys de d'architectes. Donc ça a été arrêté. La construction d'un poste de police cette année, ça va être une année d'études. La réhabilitation des commerces de centre-ville pour un peu plus d'1 demi-million d'euros chaque année. Et là, ça n'y est pas encore, un certain nombre d'autres dépenses, mais que je pense on vous présentera. Je vais pas faire de surprise. Voilà très brièvement les grands axes de notre débat d'orientation budgétaire. Est-ce que vous avez des questions, chers collègues? Oui, Madame Alouis. Oui, tout d'abord, je fais mienne vos critiques sur la baisse des dotations par l'État. Par contre, je doute que les réponses de votre candidat puissent être de nature à apporter des réponses concrètes aux difficultés des collectivités territoriales. Pour en revenir à mon intervention, nous traversons une situation certes difficile, provoquée par la crise sanitaire et maintenant les tensions internationales du fait de la guerre en Ukraine, avec comme conséquence des augmentations de certaines denrées alimentaires, de nombreuses matières premières et des prix de l'énergie. Nos concitoyens doivent faire face à une flambée générale des prix qui aggrave considérablement la situation des plus fragiles et des plus modestes, sans compter des problématiques locales comme la baisse continue de médecins généralistes sur la ville. Il n'est donc pas surprenant que les priorités des Français soient le pouvoir d'achat et la santé. Cela signifie qu'à notre niveau, nous devons mettre en œuvre au cœur de Cela signifie que nous devons mettre au cœur de nos préoccupations les conditions d'accès aux services publics au plus grand nombre, en termes de tarification et de réponse aux besoins dans le domaine de l'enfance, la jeunesse, le sport, les loisirs, mais aussi en direction de nos seniors. Nous devons mettre au cœur de nos politiques l'urgence de répondre à la pénurie de médecins qui s'aggrave avec la réalisation d'un centre de santé et des médecins salariés. Le salariat des médecins que nous avions proposé n'est plus une question taboue,
contre laquelle hurlait votre majorité municipale, la droite centriste et les écologistes, puisque le conseil départemental vient d'adopter des mesures qui vont dans ce sens, et le maire s'est félicité de l'ouverture d'un centre de santé associatif Madeleine-Bresse, dont la vocation devrait être de recruter plusieurs médecins. Les exemples ne manquent pas de nous donner raison, et nous devrions aller dans ce sens. Le propre d'un bon maire, c'est donc de présenter dans le rapport d'orientation budgétaire tout à la fois pour 2022 les priorités pour notre ville, les priorités pour les Orangeois, la définition des grands projets d'investissement dans la situation du moment, tout en traitant la rétrospective des finances de la ville, mais aussi le bilan d'étape des engagements pris, des réalisations effectives ou des politiques mises en œuvre. Avec le grand écran dont nous disposons désormais en conseil municipal, vous auriez pu faire un effort pédagogique en rendant visuellement ces informations plus lisibles et compréhensibles pour les élus, la presse et le public. Au lieu d'un rapport budgétaire en prise avec les réalités, vous nous avez remis exclusivement un rapport comptable qui ne revient pas sur votre bilan d'étape. Certes, vous venez de faire quelques commentaires dans votre intervention, mais en fait, si on reprend ce que nous avons eu comme information ces dernières années, on constate que vous mentionnez en investissement des projets que vous ne réalisez pas, alors qu'inscrits budgétairement depuis plus de 6 ans. Vous ne donnez aucune explication sur l'avancée des projets faisant l'objet d'un plan pluriannuel. Vous vous félicitez d'avoir réalisé 57,80% des investissements programmés, alors que de nombreuses communes parviennent à réaliser entre 65 et 75% des investissements prévisionnels. Élément nouveau, vous mentionnez dans la durée de vos autorisations de programme, 8 ans, 4 ans, 3 ans, 10 ans. Pour évaluer la réalisation effective de ces projets, il faudrait savoir à partir de quelle date débutent les durées que vous mentionnez. Car hormis la consolidation du théâtre antique, que vous venez d'ailleurs d'évoquer, où les travaux sont en grande partie réalisés, ou pour la réalisation de la déviation qui ne dépend pas de la ville, il y a des projets qui font penser à l'Arlésienne. Vous nous aviez remis un plan de programmation des travaux 2020-2021 il y a 4 ans. J'ai le tableau ici, là. Que vous avez dû perdre car le calendrier qui était fixé, car vous repartez à zéro comme si vous n'aviez rien programmé. Quelques exemples, la réhabilitation du Palais des Sports et du Boulodrome, dans votre programmation des travaux 2020-2021, devait être inscrit au budget 2018. Maintenant, ces réalisations font l'objet d'un plan pluriannuel 2022, 2023, 2024. Les boulistes se demandent si la promesse du Boulodrome est une plaisanterie, car cette promesse était annoncée en 2014. Le projet de regroupement des terrains de foot sur un même lieu devait être inscrit au budget 2019-2020. Est-ce que ces projets auxquels sont attachés les sportifs verront le jour? Nous ne savons rien. Ils ne figurent pas dans ce rapport d'orientation budgétaire. Seulement les investissements faisant l'objet de l'autorisation de programme sur plusieurs années sont évoqués. Comment expliquez-vous qu'on puisse fixer une durée de réalisation de 9 ans à un projet dont la réalisation est programmée depuis déjà 6-7 ans et qui, d'après votre tableau, verra le jour dans 6 ou 7 ans? La durée de réalisation de la mise en sécurité et valeur de la colline Sainte-Trope, la création du parcours patrimonial musée et hôtel-Dieu, n'est plus donc de 9 ans, comme vous l'écrivez, mais de 12 ou 14 ans. Vous annoncez la réhabilitation de commerce du centre-ville. Pourquoi ces travaux sont inscrits dans le budget de la commune, alors que les premiers travaux réalisés en 2021, avec y compris des financements du conseil régional, l'ont été sur le budget de la CCPRO? Il nous est présenté une ligne budgétaire pour réhabiliter, certes, les commerces du centre-ville, mais quand aurons-nous un projet d'ensemble pour faire du centre d'Orange le cœur de vie de notre ville, en liant la réhabilitation des commerces à une politique de logement qui permette de vivre à nouveau en ville avec une prise en compte toute particulière des seniors? Vous annoncez des investissements pour 30 millions d'euros en 2022, dont 20 millions dans des dépenses nouvelles d'équipement. Lesquelles? La seule certitude à la lecture de vos documents, mais nous étions déjà convaincus, c'est que vous engagez toujours plus loin la ville d'Orange dans un budget de fonctionnement d'austérité qui ne se justifie pas financièrement en raison des excédents sans cesse reportés. Une politique d'austérité qui tourne le dos aux besoins des Orangeois qui aspirent à plus de places en crèche, dans les CLAE, à l'école municipale des sports, à la cantine, dans les centres de loisirs. Une politique culturelle digne de ce nom, un meilleur cadre de vie, une ville plus propre, un cœur de ville attractif,
une transition écologique réussie. En cumulant les sections de fonctionnement et d'investissement, vous annoncez un excédent budgétaire de 22 174 045. C'est un non-sens économique. L'excédent de 9 093 939 € dans la section fonctionnement démontre qu'il est possible de mettre en place un prix progressif de la cantine pour permettre aux enfants des familles les plus modestes d'y manger, qu'il est possible de revoir les prix de journée du CLAE, des centres de loisirs, avec un calcul au quotient familial pour remettre un peu de justice sociale. Comme il devrait être possible de mettre en place avec l'association des commerçants un système de bon d'achat financé par une subvention de la ville comme l'ont fait la plupart des communes. Votre objectif premier, c'est l'endettement zéro, que vous présentez comme le seul critère d'une bonne gestion du service public communal, en affirmant que chaque Orangeois naît sans dette depuis 2017, sauf que l'emprunt bien utilisé, c'est de la création monétaire qui est un levier pour l'activité économique. Il est facile de manipuler une opinion déjà fortement travaillée par l'idéologie au service des marchés financiers, en leur faisant accepter des sacrifices au nom de la dette, a fortiori quand on la compare à la gestion d'un bon père de famille comme vous le faites régulièrement. La différence avec le père de famille qui emprunte sur une partie limitée de sa vie, c'est que la commune doit répondre en continu sur plusieurs vies, à l'intérêt commun et aux besoins des citoyens. Il est donc naturel qu'une commune continue d'emprunter. À sa naissance, quand un enfant hérite d'un emprunt à rembourser, on oublie de dire qu'il hérite d'abord d'un patrimoine communal composé des écoles, des crèches, des théâtres, des stades, des gymnases, des terrains de foot, des infrastructures routières, d'une bibliothèque, d'un musée. Naître avec un endettement zéro ne signifie donc pas être plus riche. De plus, alors il est vrai que jusqu'à présent, les intérêts des emprunts sont remboursés en section de fonctionnement et le fait que le capital soit remboursé en section d'investissement aurait dû nous inciter à considérer l'emprunt comme une véritable opportunité. Les taux d'intérêt jusqu'à présent étaient très bas et parfois nuls. Leur remboursement n'impactait donc pas nos capacités d'autofinancement et donc nos capacités d'investissement. C'était une opportunité majeure que vous semblez ne pas avoir saisie, puisque vous annoncez, alors aujourd'hui vous annoncez dans un document il y a quelques jours le financement par emprunt de la nouvelle école et de la part commune de la réalisation de la rame nationale 7. Aujourd'hui, vous nous dites que le climat national et international vous ferait revenir en arrière. Je conçois qu'il y a des discussions qui pourraient laisser penser qu'il va y avoir une remontée des taux d'intérêt, mais en même temps, je viens de faire la démonstration que vous n'avez cessé d'inscrire budgétairement des projets qui n'ont pas été réalisés et en permanence, la ville s'amuse à reconduire des excédents financiers, alors que si vous aviez eu recours à l'emprunt pour certains dossiers, nous n'en serions pas là aujourd'hui. D'autant que l'école et la déviation étaient deux dossiers qui démontraient que le recours à l'emprunt était un levier économique majeur pour réaliser des investissements dont la durabilité et l'utilité s'évaluent sur du très long terme. Nous aurions pu agir de la même manière pour le nouveau musée, plutôt que d'y avoir renoncé, malgré une étude très avancée de la direction de la culture au conseil départemental, ou pour un nouveau parc aquatique que nous vous proposions de mettre en débat en conseil municipal, au lieu de proposer un projet pour une ville de seulement 10 000 habitants. Voilà les observations que je souhaitais faire sur ce rapport d'orientation budgétaire qui comporte beaucoup de manques, à mon avis, vous l'avez compris. Je vous réponds, après je donne la parole à... Je vous réponds à Madame Alouis. Rapidement, c'est pas le sujet, vous l'avez fait, vous l'avez éludé assez rapidement, mais le seul candidat qui veut remettre les maires au centre de du fonctionnement, c'est Éric Zemmour. C'est pas les autres. Les autres veulent plutôt le mettre à l'os. Ça, c'est juste sans rentrer dans le détail. Sur la question des médecins, on n'est pas d'accord, vous le savez. Même Zemmour en propose des médecins salariés. Pardon, si vous me permettez. Je vais couper le micro, c'est un peu dommage parce que normalement on pourrait vivre en tant que civilisé, mais bon, c'est toujours un peu compliqué. Sur l'inflation de médecins, puisque Madame la présidente du conseil départemental a présenté son projet vendredi, il faut bien faire attention parce qu'elle a annoncé effectivement l'embauche de 8 médecins, mais elle ne les a pas encore. Hein. Et sachant que déjà dans son cœur de compétences, et je le dis tout à fait tranquillement puisque je lui ai dit vendredi, j'ai déjà dans son cœur de compétences
En tant que président du conseil départemental qui est le social, nous connaissons tous autour de nous des enfants, des adultes handicapés qui sont dans des états où ils attendent pendant 6, 8 mois, parfois 1 an, que leur dossier soit instruit. La raison est très simple, c'est parce que déjà le conseil départemental n'a pas assez de médecins. Pourquoi il n'a pas assez de médecins? C'est parce qu'il n'en trouve pas. Il n'en trouve pas parce que l'État n'en fabrique pas. Bon. Donc si vous voulez, et c'est ce que je lui ai dit, je crains la piraterie entre collectivités riches et pauvres, puisque c'est la loi de l'offre et de la demande. Hein. Comme il n'y a plus assez de médecins, le médecin est roi, et c'est les collectivités qui vont lui dérouler le plus grand tapis rouge vers lesquels les médecins vont se positionner. Donc on rentre dans une médecine à 2 vitesses, où les collectivités les plus riches vont pouvoir décaisser contre les collectivités les plus pauvres. Et donc ça va être un accroissement de la fracture territoriale. Donc ce que vous voulez proposer, c'est de piller, d'appauvrir les uns pour enrichir les autres. Et sachant, encore une fois, Madame la présidente du conseil départemental recrute 8 médecins, mais je serais curieux de savoir quelle sera la véritable effectivité de ces 8 médecins sur le territoire, parce que le stock de dossiers de traitement des affaires sociales au département, mais comme dans tous les départements, hein, je ne veux pas lui jeter la pierre, est énorme. Bon, et ça, je pense qu'on en est tous conscients. Donc, je crains un peu le côté publicitaire. Alors, pas que publicitaire, mais déjà, la gestion du stock de dossiers, ça va lui faire des problèmes. Sur la question, oui, alors je trouve que c'est effectivement une bonne idée, l'exposition du rapport d'orientation budgétaire sur le grand écran, effectivement. On le fera peut-être même pour le budget et le compte administratif. J'y suis pas opposé, ça me paraît pas tout à fait abscon. Alors, sur l'attaque, je précise, je ne suis pas du tout satisfait qu'on soit à 57% de ce qu'on a programmé qui soit décaissé, hein, de projets réalisés sur les investissements. Mais je vous l'ai expliqué, c'est parce qu'on peine à recruter des agents. Mais ça, c'est vrai pour toutes les collectivités. Mais je pourrais faire un artefact, je pourrais aussi faire un artefact financier, budgétaire. C'est-à-dire que je prévois moins en investissement, j'arrive facilement à 100%, et je pourrais même arriver à 110% en disant j'avais prévu 5 millions d'euros d'investissement, j'en arrive à 11, 12, 13, 14, regardez comme je suis fort. Et à juste titre, vous me diriez, mais vous êtes un menteur, votre budget est insincère. Non, je préfère qu'on mette sur la table ce qu'on est en capacité d'investir, dans l'espoir qu'on y arrive et qu'on arrive à faire les recrutements qui nous permettent d'arriver à 100%, plutôt que de faire un mensonge ou un artefact financier, d'inscrire moins que ce que je peux faire et de faire péter les ratios. Je pourrais le faire aussi, hein, mais ça ne serait pas très honnête. Pourquoi? En quoi c'est interdit? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, vous avez souligné un certain nombre effectivement de choses. Alors, il y a des projets qui s'adaptent avec le temps. Je vais vous donner un exemple. Hein. C'était juste avant le Covid, on avait commencé à plancher effectivement sur un terrain artificiel. Effectivement, parce que ce soit parce que vous avez parlé du foot, mais aussi le rugby, que ce soit pour le foot ou pour le rugby, il arrive des fois quand le temps est mauvais qu'il faille annuler les matchs et du coup ça pénalise les clubs. Donc du coup on a planché, voir où est-ce qu'on pourrait le faire. Et on a tourné au moins sur 3 terrains, et sur 3 terrains, on a des contraintes. Si on voulait rester en rayonnement ou passer en rayonnement régional, on avait des contraintes vis-à-vis de l'occupation des sols. Des zones au rouge du PPRI qui nous empêchaient de faire, comment on appelle ça, les gradins. Donc du coup, ça, c'est pas vraiment entre nos mains, ou alors il faudrait attendre de réviser le PLU, et je ne suis même pas sûr qu'on pourrait le faire, parce que sur le PPRI, c'est la compétence de l'État, la question des inondations. Donc en fait, on n'a pas de terrain qui puisse faire dans l'urgence, qui puisse faire ou relativement rapidement, qu'on puisse synthétiser. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va retravailler sur tout le drainage des terrains qu'on a, de l'intégralité des terrains d'Orange, justement pour évacuer plus facilement l'eau et pour limiter en tout cas au maximum le nombre de fois où on est obligé de fermer les terrains en temps de pluie. C'est un peu le même problème sur le boulodrome. On n'était pas fermé pour faire le boulodrome. Je vous refais l'historique au cas où vous ne le sauriez pas. On en avait prévu un derrière qui nous permettait de remplir le cahier des charges des clubs. Parce que ce qu'on veut faire, c'est faire un équipement qui puisse servir aux clubs. Et donc, pour qu'il serve aux clubs, il faut à minima qu'ils puissent accueillir les événements sportifs dont ils ont la volonté d'organiser. Bon. Donc, il y a eu un terrain qui n'est pas très loin. Le riverain a porté plainte. Enfin, déposer une requête devant le tribunal administratif pour contester le permis de construire.
les juristes nous disent, et notre conseil juridique également nous dit, c'est pas gagné, vous devriez le déplacer. Bon, donc on a cherché à le déplacer en face. Et en face, on nous a dit, et ça c'est les clubs sportifs qui nous l'ont dit, par rapport à la prise au sol que vous avez, on ne pourra pas organiser notamment le supranational. Bon, je ne fais pas décaisser un investissement de 2,5 millions d'euros aux Orangeois si c'est pour que le premier club utilisateur ne l'utilise pas. C'est un peu dommage. Donc du coup, on a réuni les 3 clubs utilisateurs du Boulodrome. On leur a dit, si on fait une belle rénovation, qu'elle soit énergétique ou qu'elle soit fonctionnelle du parc des expositions, est-ce que ça vous convient? Parce que c'est là où est actuellement notamment organisé le supranational. Et on nous a répondu que oui. Donc mécaniquement, si vous voulez, alors j'espère que vous comprendrez, je ne vais pas faire un investissement qu'ils ne vont pas utiliser. Là, si le parc des expos leur convient, on réajuste. Je ne vais pas faire une dépense inutile. Voilà. Ça, c'est pour l'explication, ce qui explique aussi que parfois il y a des freins ou que les choses ne vont pas aussi vite que ce qu'on le souhaite. Alors, pour les commerces de centre-ville, non, il n'y a pas eu de financement du conseil régional, il n'y a eu même aucun financement croisé, on l'a fait nous-mêmes. Pourquoi c'est lent? C'est lent, je vais le réexpliquer encore une fois, c'est parce qu'on a fait de la lutte contre le marchand de sommeil, contre le deal de drogue, qu'on veut effectivement un centre-ville qui soit habitable et dignement habité aussi, ce qui n'est pas forcément le cas partout, d'où le fait que main dans la main avec l'Interco, on a lancé le permis de louer, contre lequel vous êtes un peu opposé d'ailleurs, mais quand on connaît un peu dans le détail certains locataires et les conditions dans lesquelles certains locataires d'Orange vivent, on se dit qu'il vaut mieux mettre une contrainte forte parce qu'on a pu acheter ce qu'on pouvait acheter, mais on ne peut pas encore tout acheter. Et après, il y a un repositionnement, c'est-à-dire qu'il y a des achats qu'on a fait, encore une fois, je vous l'ai déjà expliqué, qu'on a fait dans l'urgence, pour éviter encore une fois, des zones obscures, on va dire. Mais après, il y a des privés qui commencent à se repositionner pour acquérir et pour rénover ça. Parce que ce n'est pas le cœur de métier. Là, on fait un peu de la politique volontariste, si on voulait être un peu prétentieux, pour la rénovation du centre-ville. Maintenant, on est aussi rentré dans l'ORT qui nous permet d'avoir un certain nombre de systèmes incitatifs financiers et fiscaux qui vont permettre encore plus facilement aux privés de se positionner pour avoir des aides ou pour bénéficier d'un certain nombre d'abattements fiscaux, etc. Donc, c'est des choses qui prennent le temps qu'elles prennent. Moi, je tiens à féliciter le travail des services et de Denis sur le dossier parce que je trouve que la rue Victor Hugo a quand même une autre tête que ce qu'elle avait il n'y a pas si longtemps que ça, que l'impasse du Parlement a une bien meilleure tête que ce qu'elle avait jadis, qu'il en va de même sur la rue du Pont-Neuf et qu'on prend petit à petit et qu'on va prendre petit à petit le temps de faire pareil sur la rue de la République. Mais tout ça est lent. Je le reconnais, je le regrette, mais tout ça est lent. Mais on va y arriver tranquillement. Tac. Est-ce que j'ai oublié des choses? Oui. Alors, vous voulez une baisse des prix des cantines. Moi, je veux bien, mais si vous voulez, le système est déjà fait en sorte que le département paye déjà les demi-pensions pour les enfants dont les parents sont allocataires du RSA. Donc, si vous voulez, on est dans un système français, et où d'ailleurs les gens le regrettent, où rien n'est fait pour les classes moyennes. Or, Orange, c'est quand même plutôt une ville de classe moyenne aussi. Donc, il y a déjà un certain nombre de systèmes dont le conseil départemental prend à sa charge, et ça ne me paraît pas totalement illogique, mais il faut faire attention aussi aux classes moyennes qui ne doivent pas être délaissées. Alors, sur l'emprunt, encore une fois, vous ne pouvez pas, dans la même défense, m'expliquer qu'il ne faut pas se soumettre au marché financier et aller chercher l'aide financière des marchés financiers alors qu'on n'en a pas besoin. Je comprends votre point de vue, mais il est un peu, il est un peu contradictoire. Et donc, du coup, nous, on estime qu'il vaut mieux qu'on investisse sur nos fonds propres plutôt que d'emprunter, mais je pense qu'on ne sera pas forcément d'accord. Ça me fait toujours un peu rire, mais ça va vous énerver, mais ce n'est pas le but. Ça m'a toujours fait rigoler les marxistes qui veulent qu'on s'adresse au marché financier. Mais bon, pourquoi pas. Sur le parc aquatique. Alors, sur le parc aquatique, je pense que ce serait dangereux de se positionner sur un parc aquatique parce qu'on aurait une forte concurrence entre ce qui se fait à Saint-Paul-Trois-Châteaux et ce qui se fait à Monteux, où dont en plus le modèle économique, surtout pour Monteux, a l'air un peu délicat, si j'ai bien compris. Je n'ai pas suivi ça de très près, mais ça a l'air un peu délicat. En revanche, il est vrai que jusqu'alors, on ne s'était pas positionné sur une rénovation on allait se positionner sur une rénovation de la piscine. Je le rappelle, encore une fois, le projet de la colline avait été co-subventionné en ce qui concerne les études par l'État, puis l'État a changé d'avis. Bon, pour des raisons d'opportunité politique, ça le regarde, pensant que ça nous empêcherait de gagner les élections, je suppose, mais ça n'a pas marché.
Donc du coup, la piscine actuellement, il lui reste une durée de vie, je pense, de bien 10 ans, bien tassé. Bon. Maintenant, on avait commencé à se positionner sur des rénovations. Très récemment, on le voit, Emmanuel Macron disait qu'il n'y avait pas d'argent magique, et puis finalement, on voit qu'il y en a, hein, il y en a sur les subventions, sur un certain nombre de choses. Donc du coup, créer une piscine, c'est plus du tout le même coût direct pour la collectivité que ce que ça l'aurait été, que ce que ça l'aurait été il y a encore quelques années à peine. Donc quand on s'est positionné entre une rénovation massive et un nouvel investissement, on s'est rendu compte qu'on revenait à peu près au même montant d'investissement direct de la part de la commune sur un équipement neuf. Donc, abandonnant, encore une fois, c'est là où on s'ajuste, on s'adapte, on improvise et on domine, comme c'est dit dans le, je ne sais plus quel film, dans le Maître de guerre. Et du coup, puisqu'on ne fait plus le boulodrome au Grenouillet, on va le positionner à ce moment-là, mais à cet endroit-là, cette nouvelle piscine. Mais ce sont des choses qui prennent du temps, qui se maturent et qui s'adaptent par rapport aux clés de répartition qu'il y a, voilà, et par rapport aux éventuels financements. Est-ce que, voilà, ça me semble être à peu près tout. Oui, alors oui, parce que vous avez parlé des crèches. Il faut savoir que la crèche, il y a quelques années pour le CCAS, je parle sous le contrôle de Marie-Thérèse Galmard, était effectivement saturée, on avait une longue liste d'attente. Puis le confinement est arrivé, les gens ont pris je suppose, je ne suis pas dans les foyers des gens, mais c'est vrai qu'on n'a plus cette longue liste d'attente qu'on avait jusqu'alors au CCAS, enfin pardon, aidez-moi Madame Galmard, à la crèche, merci. Donc du coup, les besoins sont plus les mêmes. Un certain nombre de privés se sont positionnés aussi. Je pense que c'est bien qu'il y ait une complémentarité entre l'offre publique et l'offre privée. Et pour l'instant, la demande qui avait été pendant un moment croissante n'est plus. Mais si elle redevient croissante, on s'adaptera sans difficulté. Mais si vous voulez, faut faire attention à pas investir des choses qui ne sont pas utilisées. C'est le pire. Nous, ce qu'on préfère, c'est qu'on fasse des investissements, mais qui soient largement utilisés par nos concitoyens. Sinon, c'est un peu dommage. Voilà. Je crois avoir répondu à toutes vos questions. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Madame Normani. Nous avons plusieurs questions sur les projets, plus précisément. Donc, je vais les prendre un par un. Tout d'abord, la mise en valeur de la colline. Donc, vous avez réalisé 5% du budget en 2021 et vous programmez de réaliser environ 2,5% du budget en 2022. Bon, à ce rythme-là, on en a pour 30 ans. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est quels sont les travaux effectivement prévus pour les 3 prochaines années, pour savoir par où vous prenez le problème, comment vous construisez ce projet. Concernant le parcours patrimonial, cette première tranche de travaux de 1,4 million concerne quel bâtiment exactement? Concernant le hall des expos, on est passé donc de 12 millions à 2,6 millions entre 2021 et 2022. Donc nous voudrions savoir ce qui reste du projet exactement, ce que vous allez faire concrètement. Et ensuite, concernant la réhabilitation des commerces, donc cela fait des années que l'opposition demande des états de lieux sur le patrimoine de la commune d'Orange. Donc nous voudrions avoir cet état. Et puisque vous programmez des travaux de réhabilitation, donc est-ce que vous pouvez nous transmettre l'inventaire de façon écrite, s'il vous plaît? Voilà. Et donc concernant mes questions, je rajoute que je vous ai adressé un courrier et qui n'a pas eu de réponse à ce jour concernant des questions écrites qui certaines datent de plus d'1 an. Donc je souhaiterais ne pas être obligé de saisir les services de l'État pour avoir des réponses à mes questions. Voilà. Ça vous fait pas peur, ça, d'habitude, quand même, Madame Normani, de saisir les services de l'État? Si vous voulez, si vous répondez... Ils vous répondent plus vite qu'à moi, d'ailleurs, vous devriez... De façon très transparente, je n'aurai pas à le faire. Alors, Madame Normani t'envoie des courriers, Augustin, je ne suis pas au courant. Des courriers d'amour? Non, c'est pas des courriers d'amour. Ça m'étonnerait. Bon, la réponse est dans la question. D'accord. Alors. Oui, parcours patrimonial, c'est notamment la maison Laurence Berge. C'est quoi d'autre? Tu sais, toi, Denis? Il y en avait. Tu sais? Oui, c'est ça. Cloître Saint-Florent, voilà, merci.
Il m'en manque. Oui, les travaux de l'Hôtel-Dieu, etc. Oui, c'est moi, excusez-moi, je suis un peu à la ramasse. Oui, c'est effectivement la déambulation muséale, c'est ce dont on parlait, et en plus le site actuel. Non, mais là, ce qui correspond précisément aux 1,4 million. Qu'est-ce qui ça concerne quoi, David? À peu près 1 million pour l'Hôtel-Dieu. 1 million pour l'Hôtel-Dieu, ça c'est ce qu'on va décaisser cette année pour les travaux. Ouais. Et 400 000 pour les études. Et 400 000 pour les études, Laurence Berge et Cloître Saint-Florent. Et l'Hôtel-Dieu va nous coûter, voilà, c'est ça, 3 millions, et on aura fini les travaux dans quoi, 20 mois, 24 24 mois, merci. On va essayer de faire à 22. Voilà. Ça, c'est... Hein? Oui, ça y est, voilà, tout à fait. Alors, sur la question de la colline, ça va être la mise en valeur des fouilles. Je vais vous donner un exemple. Alors, pour le boulodrome, j'ai répondu à Madame Aloui. Pour la mise en valeur des fouilles, pour le patrimoine de la commune, c'est très fluctuant parce qu'on a des positionnements là, on a un certain nombre de privés qui se positionnent pour acquérir un certain nombre d'îlots qu'on a. Mais comme on est en cours de négociation, on préfère garder ça discrètement. Si vous préférez dire qu'on est incompétent comme ça vous permet de le dire, et si jamais ça sort, ça sortira. Alors, pour la colline, oui, c'est la mise en valeur des fouilles. Alors, il faut avoir en tête le fait que ce genre de choses, on ne les maîtrise pas seul. On les maîtrise avec l'archéologie préventive départementale et parfois même les affaires culturelles et historiques régionales. Est-ce que je vous donne l'exemple? Ah, je vais vous le donner. On a trouvé un lieu, tout en restant discret, on a trouvé un lieu assez important de fouilles archéologiques sur Orange. Je ne vais pas dire le lieu, je ne vais pas dire l'endroit. Ça fait 1 an qu'on attend que l'État se positionne, parce que au début c'était à l'État de se positionner pour faire une acquisition foncière et pour nous permettre de travailler tranquillement. Je vous mets dans les confidences. Il y a un peu eu des coups de tonnerre parce que pour des raisons que nous ignorons, le démembrement de la représentation de l'État dans la région, pas le préfet de région mais une institution, a mis du temps à se positionner. Ce qui a fait beaucoup crier. Et ce site est de telle importance et l'État était tellement intéressé pour l'acquérir, pour le coup, et cette lenteur a été telle que du coup les services de l'État déconcentrés, là pour le coup départementaux, se sont adressés directement à la colline pour que nous fassions cette acquisition foncière. Bon, je ne rentre pas dans les détails, je pense que les mois, j'espère pas les années, mais dans les mois qui viennent on pourra vous en dire plus, le plus rapidement possible. Mais c'est vous dire les lenteurs de l'État. Mais de l'État dans son démembrement. Hein. Je vais reprendre un autre exemple. Rappelez-vous, la déviation. Moi, quand j'étais jeune élu en 2015, conseiller départemental, on nous avait dit qu'en 2020, on commencerait. On est en 2022, on nous dit que ça va commencer en 2023. Et pourquoi on a perdu bien 3 ans? C'est parce que le trésorier payeur de la préfecture de région n'était pas d'accord avec la convention qui avait été signée par le contrat plan État-région. Comprend qui peut, hein. Comprend qui peut. On avait même, je me rappelle même, c'était le sénateur Clodo à l'époque qui nous avait transmis l'information à l'Assemblée générale de Violès sans poids lourd. Enfin, quand les choses vont lentement, ne pensez pas. Alors, ça peut être de notre faute, hein, mais c'est pas toujours de notre faute. Voilà. Sur ce point comme sur d'autres. Donc du coup, oui, la mise en valeur des fouilles, ça prend beaucoup de temps parce que c'est la confluence entre un élément médiéval et un élément romain. Donc ça ne se fait pas à la truelle, au tractopelle, au machin. Hein. Ça se fait en concertation avec un bureau d'études, avec les services de l'État. Ça se fait pas. Si on veut bien le faire, on le dégueulasse pas. Après, il y en a d'autres, ils arrivent à faire construire Claudius sur des maisons anciennes. Ça, eux, ils ont le talent. Moi, j'ai pas ce talent et puis en plus, je ne le veux pas. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Madame Aloui, je bifurque. Oui, je voulais juste quand même faire une précision sur les réponses que vous m'avez apportées. C'est que c'est parce que je suis parfaitement consciente de la difficulté de recrutement des médecins que nous proposons le concept du centre de santé qui permet dans le moment présent de répondre plus facilement aux difficultés auxquelles nous sommes confrontés. D'ailleurs, sur ce point, je peux rejoindre
votre candidat, qui a proposé le recrutement de centres de 1000 médecins. professionnels de santé. Oui. Non, Voilà. mais Et alors, attendez, laissez-moi moins je terminer. vous en prie. Prenez l'exemple de toutes les communes qui ont mis en œuvre des centres de santé sur leur territoire. Je prends par exemple la mairie de Montélimar, qui n'est pas une mairie d'extrême gauche, hein, qui est une mairie de la droite centriste, qui est parfaitement... C'est un peu la gauche quand même. Ouais. Pour vous, remarquez, tout le monde est à gauche. Hein. Donc la mairie de Montélimar est très satisfaite d'avoir ouvert des centres de santé, parce que vous pouvez y aller, ils ont des médecins, et certains les attendaient au coin du bois en pensant qu'ils n'y arriveraient pas. Mais on peut prendre l'exemple d'autres communes dans le sud-ouest, dans le centre de la France et en région parisienne. De partout, des centres de santé sont ouverts. Très rapidement, on arrive à recruter des médecins salariés. Et en plus, c'est financé par la sécurité sociale. Parce qu'en fait, ce sont les remboursements sécu qui financent le salariat des médecins. Ce n'est pas de charges supplémentaires pour les communes. Et je sais bien, vous avez raison, que les propositions qui ont été faites par le département ont certaines limites. Mais justement, nous, on propose de les dépasser en créant de véritables centres de santé. Et pour terminer, vous avez évoqué certains dossiers où on avait rencontré des difficultés. Je pense que la question des emprunts, je ne vous propose pas, moi, je vous propose d'emprunter dans les banques des territoires, c'est-à-dire les banques spécifiques qui financent les collectivités territoriales. Je ne vous propose pas d'aller sur les marchés financiers où il y a Total ou d'autres grands capitalistes. Je préfère le financement... Enfin, je préférais même dans l'idéal, je préférais même qu'il n'y ait pas de financement croisé. C'est-à-dire, on est sur... vous voyez bien comment ça marche, on est sur des systèmes de subventionnement. C'est-à-dire que d'un côté, on nous pompe de la DGF, on nous subventionne moins que ce qu'on nous a pompé de DGF, mais si vous voulez, c'est un cycle infernal. Ça ressemble à rien, il faudrait une révolution fiscale de fond, parce que ça ressemble plus à rien. Je veux dire, on monte des trucs, il faut les chercher à l'Europe. C'est le bon élève ou celui qui a le bon technicien ou qui a le technicien spécialiste en recherche de subventions qui arrive à gratter le plus. La région PACA est la meilleure pour ça, donc tant mieux, on en bénéficie in fine, mais c'est pas un système sain. On est encore sur autre chose. C'est pas vraiment le sujet, mais du coup, je vous dis, ayant les moyens, très sincèrement, je préfère ne pas recourir à l'emprunt, même si, voilà. Sur les questions de centre de santé, encore une fois, le problème, c'est pas le centre. Le problème, c'est jamais le local, puisque n'importe quel médecin qui va se positionner aura une patientèle pleine. Moi-même, hier, j'ai eu mon rendez-vous chez le dentiste, ça va vous intéresser, je suis sûr. Je l'avais pris il y a 4 ou 5 mois, on en est tous là. Si vous voulez, encore une fois, ce qui m'angoisse, moi, c'est cette espèce de traitement du symptôme et pas ce traitement du fond. Et je vous le dis encore une fois, ça va être la course à la piraterie par rapport à, enfin, on va aggraver les zones blanches. C'est jamais les locaux qui manquent, ça les professionnels de santé le disent. Oui, c'est les médecins. Alors oui, exactement, c'est ça. On a une collectivité qui a voulu le faire, voisine. Elle a acheté à grands frais, c'est la CCRLP, je le redis à chaque fois, elle a voulu acheter un grand frais un local, elle s'était dit qu'elle mettrait le secrétariat à disposition, les investissements, les machins. Sauf que, quelle est la conséquence ? La patientèle de ce bassin de vie, faites le tour un peu, est extrêmement mécontente de ce centre de santé parce que les locaux ne sont pas adaptés, parce que les chirurgiens dentistes n'arrachent pas les dents, enfin de ce que moi des Bolénois m'ont raconté, qu'ils prennent sur des rendez-vous finalement au calendrier grec, et donc du coup l'usager, le contribuable bolénois ou de la CCRLP paye 2 fois. Il a payé une première fois sur des investissements massifs sur un équipement qui n'est pas le cœur de la compétence de l'Interco, et il paye une deuxième fois parce qu'il y a un certain nombre de financements qui sont faits par la collectivité en fonctionnement. Bon. En plus, j'avais appris il y a quelques semaines, mais je n'ai pas revérifié, que l'un des médecins qui était dans ce centre médical arrivait à Orange. En plus, là où nous, pour le coup, on n'a rien fait. Bon. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pardon ? Remettez le micro, je vous entends pas.
Donnez-nous son nom parce qu'on ne l'a pas trouvé sur Orange, le nouveau médecin. Écoutez, il nous a envoyé un mail, je vais conserver l'anonymat. Je ne suis pas du genre à raconter des cracks, mais et puis j'ai pas vérifié si c'était positionné ou pas. Je le prends très au sérieux. Les Orangeois le prendront très au sérieux. Bah, je revérifierai si vous voulez, et puis je m'excuserai si jamais ça ne s'est pas finalisé. Mais je sais qu'il a écrit à la collectivité en disant qu'il voulait se rapprocher d'un centre médical privé orangeois. Voilà. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec vous que ce qui a été mis en place à Bolène est un projet qui pompe des fonds publics et qui encourage la médecine libérale à se nourrir des fonds publics. Mais le centre de santé salarié, ce n'est pas ça. Alors, j'ajoute parce que salarié ou pas, vous savez que c'est des choses qui se travaillent en concordance avec l'ARS. Et ce n'est pas à vous que je vais apprendre que l'ARS, surtout sur ce gouvernement-là, mais un peu sous le précédent que vous aviez aussi fait élire, qui était celui de François Hollande, ils promeuvent beaucoup plus la médecine privée que la fonction publique hospitalière. Vous me le reconnaîtrez. Bon. Et donc, du coup, eux, c'est la bonne aubaine que les collectivités prennent à leur charge ce type d'activité, parce que ça leur permet de réduire leur nombre de médecins et de réduire leur nombre de décaissements. Et ils promeuvent plus la médecine privée que la fonction publique hospitalière, ce qui est quand même assez aberrant. Je ne suis pas contre la médecine de ville, hein, qu'on m'entende bien, mais il n'est pas du rôle des pouvoirs publics de mettre en avant, et ils le font pareil sur les EHPAD, hein. C'est des fans d'EHPAD privés, avec l'affaire Orpea, on comprend un peu mieux pourquoi, mais l'EHPAD public, c'est pas vraiment ce que les pouvoirs publics apprécient, hein. Donc, si vous voulez, moi, me rendre complice de cette politique gouvernementale de gauche ou de centre, c'est pas vraiment mon fort. Moi, ce que je veux, ce que je souhaiterais plus précisément, c'est qu'on crée véritablement des médecins. Parce que quand on colle des médecins à 14 et qu'on en prend à 14,02, je ne suis pas sûr que celui qui est à 14 aurait fait un moins bon médecin que celui qui est pris à 14,02 de moyenne, en première année en plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Madame Normani. Oui, je me permets de reprendre la parole parce que vous n'avez pas répondu à mes questions. Donc, je ne vous demande pas pourquoi vous n'avez pas pu réaliser vos projets. Je vous demande quels vont être le détail des projets réalisés dans les 3 ans. Donc, vous n'avez pas répondu sur la réhabilitation des commerces, vous n'avez pas répondu sur le hall des expositions et vous n'avez pas répondu sur la mise en valeur de la colline. Donc, je voudrais, si vous n'avez pas les réponses, parce que vous ne connaissez pas les dossiers, vous pouvez tout à fait demander à vos services. Je ne sais pas si je ne connais pas les dossiers ou si vous n'avez pas un problème ORL, par contre. Parce que je vous l'ai expliqué, je vous ai dit, sur la colline, on va faire des fouilles. Le parcours patrimonial, je vous ai donné les 3 sites qui allaient être faits. Le boulodrome, j'ai expliqué à Madame Aloui pourquoi on le faisait. Non, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais vous m'avez fait la même à l'Interco. Alors, ce que vous allez faire, la réhabilitation des commerces. Ça ne m'embête pas parce que vous vous faites une bonne réputation d'une élue qui ne comprend pas ce qu'on lui dit. Alors, je pensais que le fait de se taper la honte à l'Interco, ça vous suffisait. S'il faut que vous tapiez la honte à la commune, libre à vous. Mais vous voulez quoi de plus? Ah ben, je veux bien. La honte, absolument. Le nom des rues, le nom des immeubles. Moi, je comprends après pourquoi ils ne vont pas vous investir sur la 4e en marche. Les travaux que vous allez faire dans le hall d'exposition. Je veux connaître. Au moins, pour une fois, on est d'accord avec En Marche. Sur vos compétences. Quand on fait des travaux, il y a des devis. Donc, faites-moi passer les devis. Oui, mais sinon, candidater, on manque de postes. Vous pouvez candidater aussi, je comme suis ça, désolée, vous aurez j'ai accès. déjà un métier. Bon. Est-ce que... Sinon, ça aurait été avec non, mais je ne vais pas vous redire 20 fois les mêmes choses. Je veux dire, on n'est pas là pour ça. Faites-moi passer les devis, c'est simple. Hein. Voilà, tout à fait. On va faire comme ça. Ah oui. Non, mais non. Pas ce qui on peut vous faire passer les devis. Vous travaillez dans la transparence, non? Mais on travaille dans la transparence. Les gens nous élisent et alors nous, on n'a pas de parti, mais au moins on est investi par les Orangeois. Mais vous, même votre parti ne veut pas vous investir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas pour rien. Ah ben j'ai rien sollicité et je m'intéresse à Orange en priorité, ce qui n'est pas vraiment votre cas. A priori, si. Moi, je suis même pour que les impôts des Orangeois restent à Orange, à l'inverse de vous qui voulez les filer à la CCPRO, dont on gaffe déjà les communes. Ah non, moi c'est les Orangeois qui m'intéressent. Vous, en revanche, je ne sais pas trop. Vous connaissez mieux le projet d'Éric Zemmour que vos projets à vous-même. Oui, voilà, tout à fait. Voilà. Ce qui est excessif et ridicule, et vous êtes très, très, très excessive. On prend acte, messieurs, dames. Oh. Oui, sur les commerces, je crois qu'on l'avait déjà dit, cette année, on se concentre sur la rue de la République. C'est ce qu'a déjà dit Yann, mais bon, je le répète, vous n'avez peut-être pas entendu. Alors, quels sont les bâtiments concernés?
Vous voulez les numéros Oui, des bâtiments voilà, et tout, tout à Ah, fait. mais ça, je ne les ai pas en tête, Voir si madame. elle peut Ben, acheter. c'est On a- pour ça que je on a- dis Vous voulez acheter à Orange. que vos services, on a- nous Est-ce que vous donnent, voulez habiter à Orange On a l'information. six commerces qui vont être réhabilités dans la rue de la République. Est-ce que tu peux les lui faire visiter, s'il te plaît, Denis? Avec plaisir. Et est-ce qu'elle Non, mais pourrait vous voyez, quand on pose contresigner des les questions, on devis? finit par avoir des réponses. Hein. Bah, vous avez eu les mêmes. Oui, Non, mais ça- Madame Aloui, allez, on est fous. La rue de la République, là, Oui. vous avez engagé des travaux sur 3 commerces qui étaient distincts. Est-ce que c'est avec objectif d'en faire un seul commerce pour accueillir éventuellement un commerce Non, pas pour l'instant, on est à l'étude. On a déjà... Et attendez, je n'avais pas terminé ma question. Ah, pardon, allez-y. Est-ce que la rue de la République va englober également la place de la République, la mairie? Parce qu'en fait, là où il y avait le commerce que vous aviez acheté, là, il avait été question à un moment donné d'accueillir un commerce bio. Est-ce que c'est toujours dans les tuyaux, là? Vous parlez de la rue Victor Hugo? Dans la place de la mairie? La place de la mairie. Ah, Mime? Oui. Non, Mime, ça a été... Non, Mime, c'est une longue histoire. c'est une- Mime, vous savez qu'on a essayé de l'acheter 2 ou 3 fois au moins, avec à chaque fois on tombait pas d'accord, et même pas sur le prix en plus. Et finalement, c'est le propriétaire privé qui a décidé de faire les travaux et de mettre au rez-de-chaussée, c'est utile. Et il fait les rénovations des niveaux supplémentaires pour en faire des appartements, de mémoire. Ouais, mais ça, on va attendre d'avoir un peu de... Ouais. Voilà. Allez, on prend acte? Alors, on vote pas, c'est bon. Alors, dossier numéro 2, conseil d'administration de la société publique locale des Corégies, désignation des représentants de la ville d'Orange. Donc les Corégies nous ont dit qu'avec le renouvellement, ils souhaitaient une délibération. Alors, j'ai reçu 2 candidatures, mais il va falloir faire 2 votes distincts. Donc moi-même et Monsieur Jonathan Argenson. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Non? On passe au vote? Alors d'abord pour moi, s'il vous plaît. Ou si ça vous plaît pas. Je pense que c'est bon. Vous pouvez... Alors, 35 votants, 34 votes, 28 exprimés, 6 blancs, 1 non voté et unanimité. Je vous remercie. Deuxième candidature, Monsieur Jonathan Argenson. J'ai voté? Ah, j'ai pas voté. Il y a quoi après? Il manque quelques votes, messieurs, dames. Vous devez avoir un gros OK au milieu de votre télécommande si vous avez voté. On s'approche. Il en manque encore, hein, messieurs, dames. Vous voulez savoir qui c'est qui manque parce que moi. Ah non, c'est secret. Non, non, bon. Si vous avez un gros OK au milieu Bon, de moi, votre télécommande, c'est bon. J'ai rien. S'il y a OK au milieu, c'est bon. Oui, Et s'il n'y a pas de OK, c'est pas bon. eh ben, je ne suis pas bonne. Bon, vous savez, il n'y a rien de Confirmé. secret pour m'abstenir sur votre candidature. Moi, je crois que c'est Monsieur Savignan qui fait des interférences. Il a cassé la télécommande. Bonjour, Monsieur Savignan. Non, vous êtes tout excusé. On est obligé de tout vous pardonner, Monsieur Savignan. Il en manque 2 encore, je pense. Bon, vérifiez que vous avez bien un OK. Moi, dans 5 secondes, je considère que tout le monde a voté. Ah oui. C'est bon? Ah, j'ai pas le droit de regarder celui.
Allez hop, on peut fermer l'urne. Alors, 35 votants, 32 votes, 26 exprimés, 6 blancs, 3 non votés. Monsieur Argenson à l'unanimité, je vous remercie. Dossier suivant, donc dossier numéro 4, concours de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un groupe scolaire au Coudoulé, choix du lauréat. Pas le 3 d'abord, peut-être, après le 2. Oh putain, excuse-moi Denis. 3, bilan de la concertation relative à la procédure de déclaration du projet numéro 1 du PLU quartier Sainte-Trope. Vas-y Denis. Chers élus, alors bilan de la concertation relative à la procédure de déclaration de projet numéro 1 du PLU, quartier Sainte-Trope, organisation d'une nouvelle concertation relative à la procédure de déclaration du projet numéro 1 du PLU, quartier Sainte-Trope. Je vous fais peut-être grâce. Vu la délibération du 7 juin 2021 lançant la procédure de déclaration de projet numéro 1 valant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme visant à permettre le développement d'un écoquartier sur le site d'une friche et d'une ancienne carrière, dit site Sainte-Trope. Considérant que la concertation a permis de recueillir 14 avis dans le registre et 75 par mail, considérant qu'à l'issue de la concertation, conformément à l'article L. 103-6 du Code de l'urbanisme, le bilan de la concertation préalable doit être tiré par le conseil municipal avant l'organisation de la réunion d'examen conjoint réunissant les personnes publiques associées. Considérant qu'il est donc nécessaire de tirer le bilan de cette concertation sur la base du document annexé à la présente délibération. Considérant par ailleurs qu'au vu des observations formulées, il a paru opportun de poursuivre la concertation au vu d'éléments plus précis sur l'approche technique en ce qui concerne particulièrement l'aspect hydraulique sur le projet et sur la future orientation d'aménagement et de programmation. Considérant que les modalités de cette nouvelle phase de concertation seraient les suivantes. La mise en place d'un registre d'avis de conseils consultables par le public est disponible à la mairie. La faculté de pouvoir déposer ces observations également sur l'adresse mail suivante eu égard aux problèmes sanitaires liés au Covid, ads@ville, etc. La mise à disposition d'une note de synthèse présentant le projet, complétée par des nouveaux éléments supplémentaires, notamment techniques, en mairie et sur le site internet de la mairie. La parution d'au moins un article sur la page dédiée sur le site internet de la commune. Considérant que cette nouvelle concertation pourrait débuter le 18 avril 2022, avoir une durée minimale de 2 mois et s'achever avant la finalisation du dossier destiné à l'examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du PLU. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir confirmer la concertation relative à la procédure de déclaration de projet qui s'est déroulée conformément aux modalités fixées par la délibération de prescription du 7 juin 2021, arrêter le bilan de la concertation aux égards du bilan de la concertation annexée à la présente, approuver les nouvelles modalités de concertation publique telles que proposées dans le présent des délibérations, approuver le début de la nouvelle phase de concertation à partir du 18 avril 2022 jusqu'à la finalisation du dossier d'examen conjoint, sans que sa durée soit inférieure à 2 mois. Dire que la présente délibération fera l'objet des formalités prévues par l'article 153-20 et R 153-21 du Code de l'urbanisme, affiché en mairie durant 1 mois, d'une mention dans un journal diffusé dans le département et d'une mention au recueil des actes administratifs. Autoriser le maire ou l'adjoint habilité à signer tout acte y afférent. Y a-t-il des questions? Oui, alors, Madame Alouis. Oui, le 2 juin 2021, nous nous étions opposés au lancement de la procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU, visant à permettre le développement d'un écoquartier sur le site de la carrière de l'Étang, car les élus décidants Orange étaient et sont toujours opposés au projet de l'écoquartier Sainte-Trope, en raison des risques hydrauliques majeurs dus à des nappes phréatiques affleurantes, de l'impérieuse nécessité de protéger un site naturel et une zone de biodiversité exceptionnelle, de l'enclavement d'une zone difficile d'accès posant des problèmes de circulation routière. Les résultats de la consultation réalisée du 6 septembre au 8 octobre traduisent une inquiétude légitime, puisque 75% des avis exprimés... attendez, je suis en train de perdre mon intervention.
75% des avis exprimés se prononcent contre la réalisation de l'écoquartier Sainte-Trope en reprenant des arguments que nous avons pu par ailleurs développer et qui sont contenus dans des études sérieuses. Je pense à 2 études hydrauliques réalisées en 2010 et 2013, Aegis Eau en 2010 et Aquaban en 2013, et également aussi 2 études environnementales réalisées en 2017 et 2019, la FNE 2017 et Naturalia en 2019. En cas de pluie quinquennale, le quartier de l'étang, qui est une cuvette naturelle de 120 hectares, puisqu'il s'agit d'un ancien étang, n'a comme seul exécutoire le réseau souterrain de la mine. Ce canal a été très vite jugé insuffisant pour évacuer le trop-plein d'eau. Quant à la zone de la carrière, elle présente sur le plan de la biodiversité des caractéristiques uniques en Vaucluse, voire même en PACA. Nous avons déjà proposé et nous proposons à nouveau qu'elle soit classée zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, en ZIGNEF. On peut se demander pourquoi vous souhaitiez une nouvelle procédure de consultation. Cette large majorité d'avis favorables reprend les arguments que nous avons par ailleurs développés. Dès le mois de septembre, alors que la première consultation débutait, vous annonciez une nouvelle consultation en 2022. Pourquoi une nouvelle procédure de consultation d'avril à juin, seulement 6 mois après la première consultation? Ce n'est pas courant. Est-ce obligatoire? Ou voulez-vous que cette nouvelle procédure vous permette d'amener de nouvelles études techniques sur la faisabilité du projet qui n'étaient pas en situation d'être rendues publiques en septembre dernier? Mais alors pourquoi ces études n'ont pas été produites? On peut se poser la question. Les Orangeois qui ont fait l'effort de participer à la consultation ne vont pas comprendre que leur avis ne soit pas pris en compte. Cette nouvelle procédure peut contribuer à les démobiliser et à les désintéresser de la chose publique. Pourquoi ne pas avoir attendu de réunir l'intégralité des éléments du dossier pour organiser cette consultation? Lors des procédures de 2012, du PLU de 2012, le commissaire enquêteur avait émis une réserve concernant un projet similaire d'urbanisation dénommé Yeti Park. En 2019, lors de la révision du même document d'urbanisme, un autre commissaire enquêteur avait fait plusieurs recommandations dont la majorité concernait les risques naturels, les problèmes d'inondabilité, la préservation de la biodiversité sur ce même secteur de la commune. Toutes ces remarques devraient nous inviter à revoir le lieu de l'écoquartier. Nous avions proposé le 7 juin 2021 qu'il puisse voir le jour sur le site de l'ancienne sucrerie au nord de la gare, un site totalement connecté avec le centre-ville, les grands axes de communication, la déviation de la RN7. Pour toutes ces questions, nous vous demandons de renoncer au projet de l'écoquartier Sainte-Trope, mais aussi nous vous demandons d'engager des discussions avec l'OGIEC pour renoncer à l'agrandissement du lycée et du collège Saint-Louis, l'OGIEC qui a retiré sa demande de permis de construire et qui est contraint de revoir sa copie. Le 29 septembre 2017, je vous avais demandé de retirer ce dossier de l'ordre du jour pour de nombreuses raisons liées à la sécurité, risque d'éboulement, problème de stabilité de l'ancien front de taille de la carrière, problème hydraulique majeur, au bétonnage de la colline, à la protection du site naturel, à la circulation et au stationnement extrêmement difficile, tant sur la colline que sur la rue du Bel-Enfant, avec un stationnement anarchique, une vitesse excessive et un engorgement aux heures de début et de fin de cours. Là aussi, nous nous opposons en formulant des propositions. Le collège Saint-Louis pourrait rester à l'emplacement actuel, mais par contre, l'ancien site d'EDF, la route de Châteauneuf, pourrait accueillir le lycée Saint-Louis, qui serait proche des installations sportives et du collège, tout en écartant les contraintes et en le rendant plus accessible. Merci pour votre attention. Un petit propos liminaire. C'est une demande, ce renouvellement est une demande de l'ADREAL pour qu'on garde justement le lien et qu'on reste en période d'enquête. Sur ce dossier-là, vous le savez, il a fait l'objet de nombreuses modifications. La réglementation et la législation en elles-mêmes ont changé de manière assez massive. Nous-mêmes, nos désirs politiques ont largement changé puisque dans les prémices, en 2007, on était pour y faire des logements, ce qui n'est plus du tout question. Il est hors de question qu'on fasse des logements dans cette zone-là. En revanche, c'est un petit peu, si vous me permettez, si vous me passez l'expression, c'est un petit peu l'ADREAL qui pilote les contraintes. Et donc l'ADREAL nous a demandé justement de réouvrir cette enquête, enfin de réouvrir, si on peut dire, de continuer plus précisément, afin de conserver, de continuer c'est justement l'inverse de ce que vous disiez, Madame Aloui, mais je préfère le préciser parce que je reconnais que la délibération n'en fait pas état. Justement pour maintenir un lien avec les riverains, sachant que l'ADREAL, elle, pose
imposera un certain nombre de contraintes techniques, environnementales et assez logiquement à l'investisseur et auquel on sera tout à fait évidemment vigilant. Mais je préférais le préciser parce que en relisant la délibération, je trouvais que c'était un petit peu effectivement mal tourné. Alors, oui, sur les questions... Alors, l'ancien EDF n'appartient pas à la ville. Hein. Il appartient à Veolia ou Suez ou quelque chose comme ça. J'ai oublié le nom. Ça fait partie d'un patrimoine, du patrimoine privé d'un grand groupe. Tout à fait. Non. Je m'inscris en faux là-dessus. Hein. Ah bon? Ça fait toujours partie du patrimoine d'EDF. Non. Ah ben, écoutez, j'ai des ça informations personnelles qui me font dire... Ça appartient à Enedis. Ça appartient à Enedis. Eh ben, Enedis. Oui, c'est EDF. Ouais. D'accord, ok. Oui, bon, enfin bon, ça a quand même été sacrément privatisé. Ben oui, mais en fait, mais c'est pas à nous. Vous voulez, on peut faire une motion commune pour la nationalisation. Non, c'est pas la question, mais hein. vous savez très bien que c'est pas des philanthropes, et c'est assez logique. Ils vont demander à vendre le terrain, et donc du coup, ça va avoir un coût particulier. Moi, c'est pas le sujet là. Mais nous, je l'avais dit en réunion publique pour la question de Saint-Louis, on a été sollicité, même pas par la direction, mais par la police nationale, qui nous dit qu'on a un problème de sécurisation sur le site. Parce que vous le savez, l'annexe du lycée est hors du bâtiment, et donc moi, j'ai un peu une responsabilité parce que c'est traversé par une voirie. Et donc, pour des questions de sécurisation, on ne peut pas laisser les lycéens qui sont encore mineurs dans cette annexe. Et tous les parents d'élèves, à juste titre, seraient inquiets par cette situation. Donc ils ont un emplacement qui est réservé. Ça ne me paraît pas complètement aberrant qu'ils l'utilisent, peut-être dans de moindres proportions, si j'en crois ce qu'a dit la presse, qui ne me paraît pas totalement... ça, c'est eux qui porteront le projet, mais voilà. Oui, il y a une partie qui est polluée. Oui, ça c'est sur le terrain EDF, oui, parce qu'il y avait des pierres à laine, des machins comme ça. Donc on verra ce que nous proposera un jour ou l'autre Engie, parce que je suppose qu'ils nous proposeront quelque chose. Et il en va de même sur le site, on sera extrêmement vigilant aux contraintes que demanderont la DREAL, ça me paraît évident. Nous, ce qu'on voudra bien faire, parce qu'il faut qu'il y ait un équipement public joint à ce projet-là, ce qu'on voudra bien faire, c'est effectivement un parc. Alors ça sera, voilà, ça aura peut-être pas la taille du parc Borelli, mais ça me semble pas tout à fait aberrant qu'il y ait un parc dans cette zone-là. Et puis après, on verra les contraintes que poseront la DREAL. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Gastou. Alors ça va peut-être reprendre quelques questions qui ont été posées. Si on s'en réfère aux documents que vous nous avez fournis, la première concertation donc, sur le devenir des anciennes carrières a effectivement permis de relever des interrogations, des inquiétudes sur de nombreux points, que ce soit l'écologie, l'hydrologie, le transport, etc. Et pour chacun de ces points, dans la colonne de droite, vous avez indiqué que vous apporteriez des réponses par des études d'impact à venir, avec la précision quand le projet sera plus précisément défini. Et il est prévu de poursuivre la concertation donc, au vu d'éléments plus précis sur l'approche technique. Alors, donc, une deuxième concertation est prévue. Alors, vous dites poursuite de la première, je ne sais pas comment il faut le définir, peu importe. Une deuxième concertation est prévue à partir du 18 avril. Est-ce qu'on peut savoir donc, s'il y a un projet précis aujourd'hui qui a été quand même un peu plus défini et sur la base de quelles études donc, cette concertation va se faire? Et pour que cette nouvelle concertation soit la plus fructueuse possible et que l'avis des Orangeois soit éclairé, est-ce qu'il serait possible d'en savoir plus sur les études d'impact prévues? Quand est-ce qu'elles doivent se faire et par qui? Et est-ce que le délai du 18 avril n'est pas un peu court pour réaliser ces études, pour en faire la note de synthèse qui est prévue et pour permettre au public de l'étudier? Le 18 avril, c'est dans pas très longtemps, donc finalement, il faudrait peut-être que les gens aient un petit peu les éléments complémentaires. Sinon, ils vont refaire les mêmes interrogations, ils vont redire la même chose qu'ils ont dit sur la première étude. Si c'est juste pour reposer la même question, ça ne va pas avancer beaucoup. Donc, est-ce qu'il y aura des éléments techniques qui seront apportés entre les deux et avant le 18 avril? Est-ce qu'on peut donc en savoir un peu plus sur les études d'impact qui sont prévues? Est-ce que le projet immobilier qui est soumis à cette deuxième concertation pourrait être un peu plus précis que celui qu'on a eu la première fois qui nous a paru un petit peu parfois fluctuant? Vous-même, vous avez dit qu'il y avait des logements prévus, ils n'y sont plus. On avait entendu parler d'hôtellerie, on a entendu parler de résidences seniors, on a entendu parler d'équipements sportifs. Donc est-ce que ça pourrait être précisé avant le 18 avril de manière à ce que les Orangeois s'expriment de façon un peu éclairée? Et une question qui concernait également le lycée Saint-Louis, l'agrandissement. Donc est-ce que le projet est toujours d'actualité? A priori, vous avez dit que oui, mais sous quel périmètre?
pourquoi est-ce que le premier a été stoppé? Est-ce qu'il y avait des raisons objectives liées au terrain, liées au permis de construire, je ne sais trop? Et est-ce qu'il sera inclus dans la nouvelle concertation du 18 avril? Merci. Alors, je vais essayer de ne pas rater de questions. Le 18 avril, c'est le porteur de projet qui nous présentait les grandes lignes de son projet, parce que, si j'ai bien, c'est ce que j'avais dit, il y a eu une concertation, il y a eu une commission de réal mi-mars, qui du coup doit poser ses conditions. Et à la suite de ces conditions, il va y avoir des études d'impact mécaniquement hydraulique, environnementale, etc. Donc les avoir conjointement, ça me paraît compliqué, surtout du fait de la longueur de ce genre d'études, et c'est une longueur, en plus, c'est un mal nécessaire. Donc du coup, je pense qu'on y verra plus dans les semaines qui viennent, et vous serez informés, il n'y a pas de difficulté, tout comme les riverains, on n'est pas du genre à se cacher derrière ça. Sur la question de Saint-Louis, il me semble qu'il y a une révision effectivement de l'emprise au sol. Il me semble, je ne veux pas vous dire de bêtises, et que donc du coup, il était possible que effectivement, il y avait un emplacement qui avait été réservé par le PLU, mais il est possible que l'établissement ait moins besoin de surface que prévu. Et en plus, ils sont conscients des contraintes environnementales, etc. Du coup, maintenant, encore une fois, oui, on voit. J'ai lu un article il y a encore quelques jours sur les palmarès. Alors le public est tout aussi bon, c'est pas la question, mais les résultats bac du privé à Saint-Louis sont intéressants. Et je pense que c'est bien sur ce genre d'équipement d'utilité publique de les accompagner pour pouvoir permettre le développement et la formation des enfants. J'ai répondu à vos questions? Il manquait quelque chose? Oui, simplement juste par rapport à la date du 18 avril, est-ce que du coup il ne serait pas opportun de décaler un peu la nouvelle concertation si on n'a pas encore je pense que plus d'informations à la fois sur le projet, sur les études d'impact? À mon avis, ça va se passer à pas de sénateur. Je vous dis, le 18, ils vont nous présenter un projet. C'est des contraintes réelles. On a tout le temps. Et on rallonge l'enquête pour ça. Et on fera rien dans l'urgence dans tous les cas. Donc la concertation ne commencera pas forcément le 18. Voilà. Okay. Oui, Madame Normani. Oui, donc moi je voudrais tout d'abord remercier l'association de défense de l'environnement orangeois, ADO, qui nous a fourni effectivement l'historique de ce dossier que Fabienne Alouis a rementionné, avec les études hydrauliques qui ont été fournies déjà, les études environnementales, etc., puisque ce dossier date de plus de 10 ans. Et que vous semblez le représenter comme si aucune étude n'avait été produite jusqu'à présent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de se poser la question de qu'est-ce que nous coûtent toutes ces études, quel argent est englouti dans toutes ces études et pour quel projet. Donc, je repose la question qu'on vient de vous poser à l'instant, c'est quel est le détail finalement de ce projet, puisqu'il change a priori tous les 2-3 mois. Un coup il y a des logements, un coup il n'y en a pas. Un coup on fait des bassins de rétention, un coup on fait des accès au lycée Saint-Louis, un coup on ne les fait pas. Enfin bref, ça serait bien d'avoir vraiment un projet concret sur lequel on pourrait débattre, parce que tant que c'est flou, on ne peut pas avoir de débat. Peut-être que je vous ennuie, monsieur le maire. Non, c'est parce que je vérifiais auprès des services que ça nous avait bien rien coûté, parce que c'est pas nous qui portons les études. Je préparais la réponse à votre question. Vous considérez que l'argent qui est dépensé par l'État pour faire des études ne concerne pas les citoyens orangeois? Pourquoi les impôts des citoyens orangeois? Mais quel État? C'est le porteur privé qui paye ses études, c'est pas l'État, c'est pas la ville. Ah non, je suis désolée, il y a les études Naturalia, ce sont des études hydrauliques qui ont été portées essentiellement par l'État. Non, elles sont payées par le cabinet du porteur privé. Bon, enfin, allez-y, continuez. Donc, concernant ces études, donc là, on a des études qui nous disent que cette zone est inondable, que des travaux colossaux sont nécessaires pour la mise en sécurité de l'ensemble de ce quartier et même de l'ensemble de la ville d'Orange, puisqu'on a déjà connu des inondations extrêmes, que le tunnel de la mine est absolument saturé, qu'il est même en très mauvais état, qu'il devrait être entretenu, ce qui n'a pas été fait non plus, et que dans tout état de cause, ce projet pose une vraie question de logique urbanistique que nous avons soulevé à plusieurs reprises en termes, je vais me répéter une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, en termes d'enclavement, d'hydrologie et également d'écologie, puisqu'on est sur une zone extrêmement riche au niveau de la biodiversité.
Donc la question, c'est est-ce que ce projet, et de s'obstiner dans ce projet, est-ce que c'est vraiment pertinent? On relève dans votre étude que effectivement on a un nombre d'avis contraires qui est de plus des 2/3, pas loin de 70%. Donc la majorité des Orangeois se sont exprimés contre ce projet. Qu'est-ce qui vous pousse à vous obstiner dans ce projet? Nous avons proposé à plusieurs reprises le choix d'un autre lieu pour ce projet. Par exemple, le secteur en pleine rénovation de la gare. Je ne comprends pas pourquoi vous n'étudiez pas un projet de développement d'écoquartier ailleurs, sur Orange, étant donné que dans cette zone, il y a énormément de problématiques à relever et surtout qui vont coûter extrêmement cher en travaux pour désenclaver cette zone d'un point de vue de la circulation et surtout pour la mettre en sécurité vis-à-vis des inondations. Alors, la substance, c'est celle-là, c'est qu'on a un propriétaire qui a acheté des terrains et qui veut y faire des investissements, avec des contraintes naturelles qui ont évolué, encore une fois, je le répète, avec le temps et qui, je pense, ne sont pas de mauvais aloi. Maintenant, mettons que, vous l'avez vu en réunion publique, ils expliquent bien, les riverains, que c'est une zone où on a un certain nombre de riverains qui sont inondés. Donc ça nécessite que le porteur privé fasse, à mon avis, à terme, des aménagements, effectivement, pour conserver les eaux sur sa parcelle, ce qu'il n'est pas obligé de faire en l'état. À partir du moment où il va vouloir planter un coup de pioche, il faudra qu'il draine toutes les eaux qui sont sur son terrain. Bon, c'est quand même pas inintéressant non plus. D'autre part, encore une fois, je vous dis, les demandes ont évolué, les partenaires ont évolué, les législations ont évolué. Donc, laissons-le porter son projet, nous le présenter, et on verra si on le veut ou pas. Pour le moment, ça ne nous a rien coûté du tout. Mettons qu'ils nous sortent, j'en sais rien, je vous dis comme ça. Mettons qu'ils nous sortent de la formation post-bac, ou des choses comme ça. Vous n'allez pas vous y opposer? Si. Après, vous pouvez, hein, mais si on a un porteur de projet privé, qui a des partenariats privés, qui lui permettent d'être en conformité avec un certain nombre de souhaits qu'on voudrait, j'en sais rien, moi, effectivement, de la formation post-bac ou des choses comme ça, ce serait quand même dommage de se priver d'un porteur de projet financier qui aurait les compétences de le faire, qui pourrait réduire les problèmes hydrauliques qu'il y a, surtout s'il n'y a pas d'habitation et que donc les circulations seraient somme toute limitées. Je pense que c'est dommage de se fermer totalement la porte. Voilà. Allez-y, je vous en prie. Donc, une fois de plus, votre projet change, puisque en conseil communautaire, vous nous annoncez des travaux de bassin de rétention, des travaux de voirie qui sont à la charge de la CCPRO. Donc, il faudrait quand même que vous affiniez... Ah ben, je suis désolée, mais on peut reprendre vos délibérations. Non, mais le droit de l'urbanisme est très clair. C'est très simple. Et en plus, ce serait illégal que la CCPRO le fasse. À partir du moment où vous imperméabilisez une zone, en tant que privé, que ce soit pour une maison ou pour un immeuble ou pour l'Empire State Building, vous devez prévoir dans la réglementation française une conservation conséquente de l'eau afférente. Voilà, c'est tout. Donc, ça ne va pas plus loin que ça. Eh bien, c'est parfait, vous avez changé d'avis, c'est parfait. Mais non, c'est la règlement, on n'a jamais changé d'avis, ça a toujours été comme ça, c'est juste que vous venez de comprendre. C'est parce que vous nous avez vous présenté venez juste de comprendre. Mais je suis ravi de vous avoir fait comprendre des choses aujourd'hui. J'espère que j'arriverai à vous en faire comprendre d'autres. Je ne désespère pas. Vous avez changé d'avis. Et voilà, d'autre part, vous ne répondez pas à ma question. Quel est l'intérêt pour les Orangeois? Parce que un projet... vous ne pouvez pas faire ça à chaque question, reposer 25 fois les mêmes questions, qu'on vous réponde 26 fois et reposer une 20e fois les mêmes questions. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas toujours faire ça. Ça fatigue. Même, je vois même Madame Aloui, elle est triste. Vous êtes triste, Madame Aloui? S'opposer à vous, ça vous fatigue. Je dis que des gentillesses sur vous, Madame Aloui. Je comprends que je vous fatigue et que vous aimeriez bien que je ne sois pas présente. Mais non, mais vous fatiguez tout le monde et ça se voit à vos résultats électoraux. Mais non, mais vous ne fatiguez pas que moi, Madame Normani. Vous fatiguez aussi les Orangeois. Moi, ça ne me pose pas de problème, c'est ma fonction. Mais j'aimerais, j'ai vraiment le sentiment que très sincèrement, j'aimerais que vous compreniez ce qu'on vous dit. Je continuerai à vous fatiguer encore pendant un certain temps. Vous vous fatiguerez avant moi, il n'y a pas de difficulté. Vous savez, on en a vu d'autres. Moi, je ne suis pas fatiguée du tout. On en a vu d'autres avant vous, on en verra d'autres après. On est très, très, très serein là-dessus, vous inquiétez pas. Je ne suis pas du tout fatiguée. C'est le maire. Ah oui, ça se voit. Oui, Madame Aloui. Ne reportez pas tout sur le privé parce que la ville continue à être propriétaire d'une partie pour laquelle nous, on est prêt à faire un parc, effectivement. Voilà. J'ai déjà répondu à cette question. Madame Aloui, vous perdez votre attention, là. Je vous ai connu plus efficace. Je suis un peu déçu. Parce que vous êtes l'opposition qui travaille et qui comprend. Je suis toujours en arrêt maladie. Ah, excusez-moi. Je ne voulais pas vous faire de peine. Excusez-moi.
On passe au vote. Et voilà, et Jean-Pierre, il en a marre. Parce que Jean-Pierre, il a un dossier super important à présenter en plus. Qu'on n'avance pas, on nous a dit il y a quelques mois sur ce dossier aussi. On nous l'a dit. Alors, il reste Monsieur Savignon. Ça marche pas? C'est bon. Alors, 35 votants, 34 votes, 34 exprimés, 28 pour, 6 contre. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier suivant, concours de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un groupe scolaire au Coudoulé, choix du lauréat. Ça fait partie des nombreux projets qu'on ne réalise pas à Orange. Bon, mais voilà, tu as tout dit. Donc, ce dossier concerne la construction du groupe scolaire au Coudoulé et il s'agit d'entériner le choix du jury de concours que la ville a lancé pour attribuer le marché au cabinet HB Mort Architecte. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Monsieur Savignon. Oui, ça fait partie des 4 sur 8. Oui. Oui, nous simplement, donc nous on votera pour. Je vais participer donc à la commission d'appel d'offres. Il n'y a pas de problème sur le choix. Par contre, nous tenons à rappeler, comme nous faisons depuis le début sur ce dossier, que nous souhaitons qu'une étude soit faite sur le périmètre scolaire, qui devra être reconsidéré, notamment sur les critères mixité et tout. C'est vrai que ça va reposer l'ensemble de la carte, je dirais. Je suis entièrement d'accord avec vous. Comment? Je suis entièrement d'accord avec vous, Monsieur Savignon, et le service commence déjà, il me semble, hein, Jean-Pierre. Mais on y travaille en permanence. Voilà. D'accord, oui, non, mais je le dis parce que je sais que c'est long, hein, c'est quand même quelque chose. Oui, c'est de la couture, là. Oui, Madame Alouis. Suggestion en complémentarité de ce qu'a dit Monsieur Savignon, à savoir que s'il faut qu'on ait une discussion pour redéfinir le périmètre scolaire, on vient de longuement de discuter de l'agrandissement du collège et du lycée Saint-Louis, qui sont des établissements privés financés à 80% par des fonds publics. Et donc, en fait, il serait particulièrement souhaitable qu'au regard de ce financement public très majoritaire, ces établissements soient soumis au respect du périmètre scolaire. Ça permettrait de résoudre en partie les difficultés auxquelles on est confronté dans le périmètre actuel. Oui, vous vous doutez qu'on ne va pas être d'accord là-dessus? C'est bien parce que vous avez dit à M. Savignon qu'il fallait que je vous donne, que vous êtes d'accord avec lui. Voilà. Vous voyez, elle nous sépare, M. Savignon. Elle nous sépare alors que pourtant, quand on est ensemble en commission, on travaille super bien. Savignon, il a été d'une plus-value pour le jury d'appel d'offres. Ça a été merveilleux. C'est vraiment. On vous récupère quand vous voulez, M. Savignon. Voilà, je peux pas le dire autrement. Vous êtes vraiment le meilleur des opposants. Je vous remercie pour le meilleur des opposants, mais vous me récupérerez jamais, je pense, parce que c'est sûr, on a des marqueurs très différents. Et ce que vient de vous dire Madame Alou, je n'ai pas d'affection pour Marx. Oui, non, je vous charge. On a des marqueurs très différents, et ce qu'on vient de vous dire, c'est un marqueur qui est très différent. Oui. Et effectivement, c'est une revendication nationale que les établissements privés soient soumis à la carte scolaire. Je pense que c'est une grosse difficulté pour l'ensemble du territoire. Et là, on ne sera jamais d'accord là-dessus. Je sais bien. On ne sera jamais d'accord là-dessus. Je sais bien. Vous deviez aller à Camus, vous, quand vous étiez petit, que vous n'êtes pas d'accord pour ce périmètre-là. C'est pour ça? Non, moi j'allais à Notre-Dame. Mais vous savez, on va élargir du débat, mais ça fait partie des choses qui politiquement m'inquiètent, ce genre de choses. Parce que vous, je suis désolé, je vais élargir, mais l'école privée se finance à 100%, pour alors. Le multiculturalisme, pour le multiculturalisme, etc. Moi, je pense que c'est vecteur de guerre. Mais de guerre, et c'est même pas que je le pense, c'est que d'expérience, on sait très bien que ce soit au Liban. On a déjà eu cette conversation. Hein. Moi, je pense que le multiculturalisme mène à la guerre. C'est même pas que je pense, c'est qu'on le voit. Donc oui, effectivement, ce genre de choses m'inquiète. Donc, comme disait François Hollande, pour une fois, je vais le citer, ou l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, on était côte à côte, on va se retrouver face à face. Mais parce qu'il y a des ruptures identitaires qui sont telles, et que je regrette, hein, j'aimerais qu'on puisse tous vivre dans le village mondial, avec toutes nos religions les uns à côté des autres, sauf que ça n'existe pas, ça crée la guerre, à mon corps défendant. Hein. Donc voilà, du coup, conscient du réel, ce qui est effectivement la différence, même si je vous apprécie beaucoup, hein, ce qui est la différence entre vous et nous, c'est qu'on est conscient du réel.
Et donc du coup, on fait là pour le coup, on fait du traitement symptomatique. On passe au vote parce que ça va être une belle école en plus. Et d'autres interventions peut-être, pardon. Non. Bon, ok. Alors, 35 votants, 34 votes, 30 exprimés, 30 pour, 4 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 5, alors c'est moi qui vais le rapporter pour Madame Eckmayer. Alors, approbation de la convention constitutive du point justice avec le Conseil départemental de l'accès au droit. Donc, vous le savez, dans le cadre du contrat de ville, il y a un certain nombre de missions qui nous sont proposées. Cette année, il nous a été proposé l'ouverture du point justice. Donc, c'est une permanence d'avocats qui se tiendra en bas, en dessous de l'hôtel de ville. On est en train de refaire le local qui a jusqu'alors été utilisé aussi par le CCAS et qui donc permettra de recevoir du public justement pour l'accès au droit, ce qui nous semblait être une bonne chose. Est-ce qu'il y a des questions? C'est que ça doit être bien alors. Bon. On passe au vote. Jean Do, il est parti. Il nous manque 2 votants. Bon, ça sera. Il n'y a pas. C'est bon. Fermez l'urne. On l'excusera. Alors, 35 votants, 32 votes, 32 exprimés, 32 pour. Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 6, Monsieur Jonathan Argenson pour la convention de partenariat entre la ville d'Orange et l'association Free Fight Academy. Oui, donc le dossier numéro 6, c'est bien une convention de partenariat entre la ville d'Orange et... Rapprochez le micro de votre bouche, chers collègues, s'il vous plaît. J'aime pas faire ça. Sinon, ça passera pas. Vos propos ne passeront pas à la postérité. Adieu. Donc la convention de partenariat entre la ville, c'est une convention de partenariat entre la ville d'Orange et le Free Fight Academy qui souhaitent mutualiser leurs compétences et leurs moyens pour développer en coproduction un événement d'arts martiaux mixte de type gala intitulé MMA Orange. Donc, considérant que les parties se sont entendues pour coproduire le dit événement, il est demandé au conseil municipal d'approuver la convention de partenariat entre la ville d'Orange et l'association Free Fight Academy, de décider que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre de cette convention et de ces procédures seront imputées sur le budget de l'exercice correspondant et d'autoriser le maire ou tout adjoint habilité à signer tout document relatif à ce dossier. Donc c'est un événement qui aura lieu, vous l'avez lu, le 28 mai à Orange. Encore un peu de combat parce qu'on aime bien ça. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. On passe au vote. Jean Do. C'est sportif alors? Oui, bon, ça va. On t'excuse. Pour cette fois. Non, c'est Denis qui a dit ça, c'est pas moi. Alors, 35 votants, 34 votes, 30 exprimés, 30 pour, 4 abstentions. Le dossier est adopté à la majorité. Je vous en remercie. Dossier numéro 7, création d'un emploi permanent de directeur de la donnée territoriale, Madame Marcel Arsac. Madame Arsac, si vous vouliez bien... Non, parce qu'après, on ne vous entend pas. Alors, considérant que les besoins de la collectivité nécessitent la création d'un poste de directeur de la donnée territoriale au tableau des effectifs, poste qui pourrait être occupé par un agent du cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux, le cadre A, ou des techniciens catégorie B. Ce poste et de la direction de la donnée territoriale seront rattachés au DGS. Il sera chargé des missions principales: gérer les données territoriales, assurer le rôle de la DPO, c'est-à-dire la Data Protection Officer, en gros la CNIL, être le référent des opérateurs d'infrastructures de téléphonie mobile et fibre optique, et copiloter avec le contrôle de gestion le projet de mise en place d'un système informatique décisionnel. Compte tenu de la spécificité de ce poste
il convient d'envisager la possibilité de recruter un contractuel conformément aux dispositions de l'article 3.3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée, portant décision statutaire relative à la fonction publique territoriale. Dans ce cas, le contrat d'une durée maximale de 3 ans sera conforme aux dispositions du décret du 15 février 1988 pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale et sera assorti d'une rémunération sur la base du grade d'attaché territorial. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir créer au tableau des effectifs un emploi permanent de directeur de la donnée territoriale à temps complet dans le cadre des emplois d'ingénieurs territoriaux relevant de la catégorie A. Préciser que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l'agent nommé seront inscrits au budget aux articles et au chapitre des articles prévus à cet effet. Excusez-moi, je crois qu'il faut rajouter... Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur Proto. Ah oui, je ne l'ai pas. Oui, je sais. Excusez-moi. C'est justement ça, on avait eu un peu une carence, vous me permettez, voilà. Madame Arsac. On avait eu une carence parce que c'était le précédent directeur général adjoint qui avait fait office 2. Et là, c'est justement pour ça qu'on crée l'emploi même dans le... Ah, j'ai oublié le terme, pardon, excusez-moi. Voilà, merci, dans le cadre. Parce que justement, ça fait partie... Là, c'est un poste qu'il faut qu'on occupe, très sincèrement. Donc du coup, c'est vraiment une ouverture de poste nécessaire. Ça, et pour le traitement de l'open data, qui sont aussi des obligations qui après sont utilisées par les usagers, donc il va y avoir du travail. Oui, monsieur Savignan, pardon, excusez-moi. C'est bon? Oui. Simplement, on s'interroge sur le fait, pourquoi pas un titulaire, parce qu'on pense que c'est quand même quelque chose de très important, notamment la formation de l'ensemble des agents en termes de conseils sur ces règles informatiques, etc. Et surtout dans la perspective, pourquoi pas, de créer une véritable direction de l'énergie, du système informatique, etc. quoi. Alors ce sera un titulaire. Hein. Oui. Ce sera un titulaire, c'est un mouvement interne en fait. C'était un chef de service qu'on avait et qu'on positionne là-dessus parce que c'est vraiment un boulot à temps plein. Donc voilà, c'est un mouvement interne, mais on a préféré créer le poste pour les partenaires, la CNIL, etc., qui sachent que... voilà. La création d'un poste titulaire ou c'est la création d'un poste contractuel? Non, titulaire. Titulaire. Non, d'accord. Voilà, des fois, mais si vous voulez, dans l'avenir, la délibération est ainsi faite que si jamais, parce que les choses sont ce qu'elles sont, on ne soit pas bloqué au titulaire aussi, parce que c'est des postes éminemment techniques. Alors là, on a l'opportunité d'avoir un agent qui le fera très bien et qui fait déjà office 2, mais c'est tellement une charge de travail qu'il faut le positionner à 100%. Mais vous connaissez mieux que moi la vie des administrations et donc du coup parfois c'est des dossiers qui sont tellement techniques que se fermer à un contractuel qui pourrait très bien le faire, ce serait un peu dommage. Voilà. Surtout qu'en plus généralement, faudrait qu'on se penche un jour là-dessus, mais la plupart des contractuels qu'on prend finalement finissent par être stagiairisés. Donc voilà. Monsieur Hubert, oui. Il aurait fallu rajouter quand même que c'était une obligation légale. Oui. Dans le cadre de la République numérique. Vous en prenez bonne note, chers collègues. Voilà. On s'inscrira. Pas d'autres questions? Bon. Eh bien, écoutez, on passe au vote. « 34 votes, 34 exprimés, 34 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Et pour les dossiers suivants, je vais sortir. Donc si vous voulez bien me laisser le temps 2 minutes de sortir, parce que ce sont 2 subventions, je vous en saurai gré. Oui, donc c'est une attribution d'une subvention exceptionnelle à l'Association des commerçants et artisans orangeois pour la création d'un site internet de l'ACAO. Cette aide sera à hauteur d'un tiers du montant hors taxe de la prestation en partenariat avec 2 autres cofinanceurs. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir décider d'allouer une subvention exceptionnelle à l'association
des commerçants et artisans d'Orangeois d'un montant de 1 000 €. Dire que cette association a satisfait aux conditions de déclaration prévues par la réglementation. Préciser que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2022. Autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Bon, y a-t-il des questions? Je crois qu'on peut passer au vote. Ah bon? Je n'ai pas vu. Excusez-moi, Madame Normani. Oui, nous nous abstiendrons sur ce dossier. Je pense que c'est vraiment essentiel d'aider l'association des commerçants d'Orange, mais on n'a aucun détail sur le projet, donc nous on s'abstiendra. Voilà. On ne sait pas de quel montant il est globalement, ni qu'est-ce qu'il je ne sais pas, c'est très simple, hein, c'est un tiers, donc forcément il est de 3 000 €. Non, mais on n'a pas de détails sur le projet, donc voilà. C'est la création d'un site internet, c'est indiqué sur le dossier également. Oui, c'est pour promouvoir justement les commerçants et leur animation. Oui, mais comment il est administré, tout ça? Comment? Non, c'est juste pour expliquer qu'on s'abstiendra parce qu'on n'a pas assez de détails sur comment il sera administré, etc. Ouais. Nous passons au vote. Attendez. Encore? Oui. Nous, c'était une proposition d'encourager le passage sur Internet des commerçants de la ville et donc nous voterons cette subvention. Je vous remercie. On va passer au vote. Merci. Alors, vote 33, exprimé 29, pour 29. Le projet est adopté. La parole est à Madame Gaspin. C'est bizarre. Donc, dossier numéro 11, délibération, attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Science Fiction 84. Cette subvention est de montant de 1 500 €. Pour les frais d'animation lors de l'organisation de sa convention qui se déroulera au hall des expositions les 30 avril et 1er mai, sous réserve bien évidemment du maintien de la manifestation. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir attribuer une subvention exceptionnelle à l'association Science Fiction 84 d'un montant de 1 500 € sous réserve du maintien de la manifestation. Dire que cette association a satisfait aux conditions de déclaration prévues par la réglementation. Préciser que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2022. Autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer les documents relatifs à ce dossier. On va passer au vote. Merci. Alors, votant 35, vote 33, exprimé 33, pour 33. Et non voté, il y en avait 2. Voilà. Le dossier est adopté. On va rappeler Monsieur le maire, s'il est là, pour clôturer. Vous avez le temps, Madame Gaspin. Faire voir que le court vite. Il y a un autre dossier après. Non, c'est fini. Oui. Oui. On vous attend pour clôturer la séance, monsieur le maire. Et puis c'était important. C'est le plus important. La séance est levée, chers collègues. Merci, monsieur.